Bonjour à tous. Alors on n'a pas trop préparé, mais alors du coup je vais commencer. Pour avoir plus de fromage peut-être, effectivement. Donc je suis Mathieu Delorme, je suis paysagiste et urbaniste. Donc c'est avec la casquette de concepteur que je vais vous parler ce matin. Et je suis aussi enseignant, puisque j'enseigne à l'école de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, donc qui s'appelle maintenant Paris-Est, donc sur le campus de l'université Gustave Eiffel. Donc c'est avec ces deux casquettes que je vais essayer d'introduire la question foncière qui a déjà été extrêmement bien introduite dans la multitude de ces problématiques par Marie Defay tout à l'heure, et puis accompagnée de Jean-Claude bien sûr. Ce que je voulais vous dire, c'est à peu près, il y a deux choses, et je vais essayer de les faire les unes après les autres, sans me mélanger. La première, c'est que pour nous, concepteurs, donc on travaille le projet, on travaille la transformation spatiale. Et on s'intéresse à la question du recyclage urbain, de la réparation urbaine depuis presque des siècles en fait, parce que l'architecte était un des premiers avec des morceaux de pierre d'une église démolie, rebâtir ou des choses comme ça. Donc en fait, on sait faire, on sait réparer. Les projets urbains l'ont démontré aussi. On sait s'intéresser à l'existant, à comprendre le déjà là et essayer d'y amplifier les choses intéressantes, de restructurer. Les lois nous ont aidés aussi un petit peu pour commencer, en commençant par la loi SRU qui a mis en place des nouveaux gisements fonciers, les friches industrielles, les friches militaires, les friches ferroviaires et aujourd'hui les friches commerciales qui commencent à être un peu de nos enjeux aussi pour essayer d'avoir des endroits où travailler. Alors, on y travaille en tant que concepteur parce qu'on apprend à l'école à faire bien les choses et on essaye de le faire bien dans la vie réelle, ce qui est toujours pas simple parce que on le fait, on sait faire, mais en gros, on bricole. C'est extrêmement difficile de travailler sur des situations existantes. Marie Defay a fait un peu la liste non exhaustive. Effectivement, les surcoûts, on est en milieu souvent pollué, en site occupé avec des gens qui vivent sur place. Donc ça crée des contraintes. Et on n'a pas du tout les outils économiques, les outils juridiques pour le faire. Donc en gros, on bricole et nous, spécialistes de la créativité spatiale, on va dire, on s'est intéressé au processus de projet pour essayer d'être un peu créatif aussi dans le processus. Donc on a regardé des questions de démembrement. Je me souviens les premiers concours Europan auxquels on a participé, puisque mon agence s'appelle Atelier Georges. On a proposé on a fait une proposition en essayant de trouver tous les dispositifs, les conditions du projet, autant que le projet lui-même, en essayant de développer ce qu'on appelait des petits partenariats publics-privés, en essayant d'inclure tous les propriétaires fonciers au sein d'une structure qu'on appelait un peu un aménageur innovant, dans le sens où on a racheté plus de foncier, on a économisé énormément de coûts financiers du rachat de foncier en mettant tout le monde dans le même bateau et en essayant de définir une ligne directrice. C'était sur un projet à Montreuil pour essayer de développer un projet. Et les aménageurs dans ce projet-là étaient éphémères, ils étaient là pour 15 ans, ils se constituaient de cette partie civile, de cette partie avec les collectivités, aussi certains ingénieurs. Et donc tout le monde participait à la création d'une société qu'on essayait de calibrer. C'était pas tout le temps une association, des fois c'était une société de différentes natures et chacun y contribuait, nous les concepteurs par notre force de travail et pour nos outils de création, certains propriétaires par la propriété qu'ils donnaient au sein de cette société et d'autres aussi faisaient des dons en compétences et on essayait de créer des choses. Donc en fait on s'intéresse au processus aussi autant qu'au projet lui-même et donc on sait faire mais on bricole, donc on travaille, mais aussi on sait faire, mais pas partout. Il y a certains territoires où la réparation n'est pas possible parce que le prix de sortie ne permet pas d'encaisser les coûts de transformation, plus compliqués. On sait faire, mais aussi pas pour tous. C'est-à-dire, on sent, c'est plutôt les métropoles qui ont les moyens, dans lesquels on a nos contrats de transformation sur le long terme, avec des aménageurs publics plutôt structurés, qui disposent, qui ont eu la vigilance d'avoir et l'ingénierie aussi d'avoir des fonciers disponibles en propriété d'une certaine taille. Et donc c'est vrai que on se pose la question aujourd'hui de quels outils sont adaptés pour construire la ville sur la ville, comment on fait dans des milieux complexes et comment on fait aussi en dépassant les outils qu'on appelle bêtes et méchants quand même de l'urbanisme
Quand j'enseigne aux étudiants ce que c'est qu'un bilan aménageur, un bilan promoteur, un bilan investisseur, que j'explique ce chaînage, cette linéarité aussi dans la construction, on est face aujourd'hui à une génération qui nous questionne en disant « mais qu'est-ce que vous avez fichu ? Ça n'a aucun sens ». Donc j'ai eu cette réflexion d'étudiants qui me disaient c'est des outils bêtes et méchants de construction parce que aujourd'hui les jeunes générations et en tout cas les étudiants que j'ai au cours de l'année, quand je parle d'économie urbaine, parce que j'enseigne en économie urbaine dans un master qui s'appelle le master transformation des situations construites, donc on ne travaille qu'en situations existantes et plutôt dans des délaissés, des zones un peu les rebuts, voilà, c'est plutôt ces sujets-là et puis dans des territoires aussi qui ont des difficultés, qui ne sont pas hyper attractifs, qui n'ont pas une économie foncière extrêmement développée. Donc dans tous ces lieux-là, on sent qu'on est vraiment un peu à côté de la plaque. Donc on essaye toujours de comprendre les fondamentaux de l'économie, de la finance, pour essayer de les inventer, de les réinventer, puisqu'en fait c'est un construit culturel, hein. Ce n'est pas une loi naturelle, l'économie. On peut dire que ça ne vaut plus ça. On peut changer les règles, il faut juste le faire. Et c'est vrai que face à l'ampleur du changement, on est un peu paralysé. En tout cas, les étudiants qui nous questionnent en nous disant on comprend pas très bien, on a l'impression que ces bilans sont aveugles, et aveugles d'abord et avant tout sur les questions foncières. Parce que le foncier, c'est une belle invention, c'est pratique pour s'étendre très vite, mais c'est surtout oublier la profondeur du sol, parce qu'un sol, et on le voit ici quand on regarde les paysages aux alentours, la connaissance des sols qu'il faut pour pouvoir installer au bon endroit l'exploitation, cultiver en fonction des ressources que l'on veut, habiter au bon endroit aussi pour regarder la connaissance climatique que l'on a quand on regarde tous ces éléments-là, ça nécessite de repenser en fait les outils de représentation foncière. Et donc là, on parle de choses très simples, hein, mais c'est vrai que passer d'une surface à bâtir à une épaisseur à transformer, puisqu'un sol vivant, c'est un sol épais, ça a des fonctions écologiques, et donc tous ces fonctions écologiques re-questionnent notre système de valeurs et notre projet de société, et ça, c'est important de le mettre. Alors, quelques éléments, et ça va être ma contribution un peu avant le débat sur le sol, parce que le sol que l'on piétine, c'est 50% de la biomasse terrestre. Ça, c'est un chiffre important, hein, sous nos hémisphères. Rien qu'en France, la vie organique d'un sol, c'est 115 000 espèces, alors qu'on a 570 espèces d'oiseaux, 6 500 espèces de plantes, par exemple, ou 189 espèces de mammifères de surface. Donc, une phrase que j'aime beaucoup de Marc-André Sellos dit que le sol représente le principal écosystème terrestre et que nous, on vit en sa périphérie. Donc ça pousse un peu à l'humilité. On est à la périphérie du sol et pourtant, qu'est-ce qu'on l'embête ce sol et on lui nuit énormément. Donc toutes les recherches sont en constante progression aujourd'hui. On apprend encore à connaître, on découvre des nouvelles espèces dans le sol, on comprend progressivement les choses, mais on arrive quand même à un point où on arrive à maîtriser par des choses assez simples, de génie écologique. On sait réparer, on sait renaturer, on sait refaire fonctionner certaines fonctions écologiques des sols, on sait le faire, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'il n'y a pas d'économie derrière, hein, parce que le sol et la nature nous rendent des services de manière gratuite, et c'est vrai que quand c'est gratuit, ça dérange en fait, parce que personne s'y intéresse, dans le sens où personne n'a quelque chose à gagner, à moins d'avoir une vision long terme et un petit peu savante des choses. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et puis les sols, ils sont dynamiques et ils sont interdépendants. Quand on agit sur cette colline derrière, en fonction des travaux que l'on fait de la transformation, on va modifier l'écoulement de l'eau, on va sans doute accélérer l'érosion si on le fait mal, et donc c'est toute la vallée en fait qui en partie. Donc tout le monde est interdépendant quand on regarde le sol de manière un peu sérieuse, et surtout, ça nous force aussi à une pensée systémique, et la pensée systémique c'est complexe, tout est interdépendant, tout est en mouvement permanent, et ça c'est difficile parce qu'on a besoin de certitude, on a besoin de catégories pour avancer, en tout cas c'est comme ça qu'on s'est construit, et c'est vrai que cette pensée systémique elle n'est pas simple. Et donc, nous, quand on travaille à l'agence, je citerai deux exemples. On a travaillé pour un atelier des territoires qui s'appelle Faire de l'eau, une ressource pour l'aménagement. C'était dans le Grand Auxerrois. Et donc, on nous appelait parce qu'il y avait des problèmes d'inondation, des problèmes de pollution d'eau potable du côté d'Auxerre. Et quand on regardait ces pollutions, la sécheresse, la pollution des nappes, on s'apercevait que la nature des sols, à chaque fois,
c'était la cartographie des sols humides, des sols poreux, des sols alluvionnaires. On recoupait exactement la carte de toutes les problématiques de l'eau, l'inondation, le ruissellement, l'inondation par débordement, par ruissellement, la pollution. Et ce qui fait que cette représentation des sols, elle est importante parce que ça va nous permettre, de nous retrouver des nouveaux outils de projet dans cette transition écologique. Et ça, les élus du territoire, notamment, avaient redécouvert leur territoire par justement l'analyse de ces 3 sols très simples. Et ça crée de nouvelles solidarités entre eux, parce qu'un élu du coteau arrivait à mieux comprendre ce qu'allaient les conséquences de ces agriculteurs, par exemple, sur certains types de production, de ces aménagements très récents qui faisaient fi de tout le réseau assez fin de rues secs, par exemple. Et donc, on essayait de leur faire comprendre l'interdépendance qu'ils avaient les uns les autres et qu'il fallait s'organiser entre eux pour pouvoir avancer. Et c'est vrai que ça, c'est un de nos enjeux. Alors, on a fait cet effort de représentation, je vous la livre là. Et puis, on pourra partir un peu là-dessus, et je laisserai la parole à mon collègue. Si on résume, c'est la question du sol foncier. Alors, le sol foncier, on a essayé de le représenter de sa façon la plus simple, c'est-à-dire, vous imaginez un triangle, chaque pointe est un élément. Un sol, un foncier, c'est avant tout un droit de propriété, qui en est le propriétaire, auquel s'applique un droit d'usage, et c'est la relation entre les deux qui donne un prix. Donc ça, on va dire, c'est la représentation du sol foncier que l'on utilise dans l'aménagement du territoire, dans la construction, dans la transformation de nos villes. Voilà, c'est ce qui nous sclérose un peu, mais en tout cas, c'est la représentation que l'on a. Si aujourd'hui, on essaye d'actualiser ce triangle avec toutes les recherches agronomiques, qui sont assez lourdes, assez techniques, mais aussi sociétales, on aime le représenter maintenant comme une étoile à 8 branches, c'est-à-dire les fonctions écologiques auxquelles qu'on a essayé à l'agence de résumer à 6, c'est-à-dire qui sont issues des différents rapports scientifiques, notamment du GISOL. La fonction écologique de réserve de carbone, un sol quand c'est vivant, quand tout le monde vit à l'intérieur, ça stocke le carbone, c'est des puits de carbone quand ils sont vivants, bien fonctionnels. Un sol, c'est une réserve de biodiversité, donc c'est corrélé au carbone. Un sol, ça permet de filtrer et gérer l'eau, ralentir l'eau. Un sol, ça permet de dépolluer. Un sol vivant, ça dépollue. Nos molécules compliquées, elles arrivent à être divisées en plus petits si on laisse faire la nature. Mais il faut du temps, il faut que ça soit bien fait. Un sol, c'est avant tout, et on le voit, des réserves, une possibilité agronomique, donc des réserves alimentaires. Et puis un sol, c'est une réserve de matériaux. Et aujourd'hui, la construction, effectivement, on parle de terre crue, on parle de pierre, on parle... voilà, donc c'est une réserve. Donc sur ces 6 valeurs, sur ces 6 fonctions écologiques, on parlait de services écosystémiques un temps, maintenant on parle plus de fonctions écologiques parce que cette notion a été un peu... ça permet de re-questionner le droit de propriété, le droit d'usage. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de recherches sur les communs, notamment. Et donc, on pourrait parler de faisceau de droit, on pourrait être un peu plus fin dans le mixage entre droit de propriété et droit d'usage. Et pareil, le prix, on pourrait remplacer le prix à travers un système de valeurs. Et c'est à nous de déterminer la valeur en fonction du projet qu'on veut faire. Donc voilà, donc passer du triangle à l'étoile, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui. Quels outils on se donne pour y arriver? Et puis, c'est jamais simple. Et c'est pour ça que cette pensée systémique, du coup, pluridisciplinaire, donc on est obligé d'y aller tous ensemble, et c'est vrai que le public ici aujourd'hui, ça permet au moins poser ce cadre-là. On peut le faire qu'en travaillant ensemble, en avançant d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue de recherche. Et donc, l'école d'architecture dans laquelle je suis fait partie de l'Institut de la transition foncière. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il a été lancé il y a quelques mois, juste au début de l'année, avec un livre blanc de la transition foncière qui a été édité, je crois, qui est sorti au mois de mai. Et donc, cet Institut de la transition foncière vous invite à tous, si ça vous intéresse, vous pouvez tous devenir membres et participer au développement un peu des outils et de collecte des données, d'avoir des observatoires un peu sérieux. On connaît bien nos sols, on a des forages partout, c'est juste qu'on n'a pas de plateforme de mise en commun de ces données. On a plein d'éléments, il faut maintenant qu'on arrive à travailler ensemble. Et cet Institut de la transition foncière se dote d'une chaire de transition foncière qui est
à l'université Gustave Eiffel, porté par l'EIVP et l'école d'architecture, qui se donne 3 objectifs, 3 projets de recherche qui vont se développer les prochaines années. La première, c'est sur la renaturation, parce que le ZAN, c'est aussi de la compensation, et avant tout, après, c'est de la restriction foncière, mais c'est aussi de la compensation. Et là, pareil, il nous manque énormément de cadres, d'indicateurs un peu sérieux pour qu'on puisse, et de retours un peu bien faits, pour qu'on puisse évaluer la renaturation, la calibrer et l'évaluer. Ensuite, sur le deuxième axe de recherche de cette chaire, c'est la comptabilité extra-financière. Qu'est-ce qu'on regarde exactement ? Et le troisième, c'est le développement d'un outil qu'on appelle l'empreinte foncière. Donc, quelle empreinte foncière une entreprise a ? Et ça aussi, ça permet aussi d'éclairer pour la suite l'avenir. Donc voilà, je vous laisse avec ça et je donne la parole à mon collègue. Merci. Merci. Je suis désolé, moi je vais être un peu plus terre à terre. J'ai toujours ce rôle-là et c'est un peu normal puisque en tant qu'opérateur foncier, on a tendance à rester assez au niveau du gazon, mais je suis toujours passionné par ces réflexions, ces études et ces analyses qui sont, à mon sens, fondamentales et nécessaires pour avoir une approche un peu plus éloignée du sol et voir les choses de façon un peu différente. Donc on m'a demandé en fait de vous faire un retour en tant qu'opérateur public, opérateur foncier public, justement de cette problématique du ZAN et un peu les inquiétudes ou les analyses que l'on peut faire et éventuellement les propositions qui pourraient être faites pour essayer de voir des évolutions. Déjà en préambule, je voudrais dire que par rapport à ce qui était présenté au préalable par Jean-Claude et par Marie, je crois qu'on fait tous ce constat-là, effectivement, et là je vais parler vraiment purement de la question foncière et de l'intervention foncière, ce constat qu'on a l'impression qu'on met des rustines constamment à droite à gauche sur finalement une bouée qui est en train de fuir un peu de partout, et quand on a mis une rustine, ça lâche de l'autre côté et qu'on est constamment dans cette course-là. J'en veux pour preuve tout un tas de démarches qui sont engagées, qui n'ont eu finalement comme conclusion que de constater que le prix du foncier ne faisait que continuer à augmenter. Je me rappelle il y a quelques années où tout le monde disait « Oh là là, c'est formidable, on va enfin avoir des collectivités qui vont mettre des pourcentages obligatoires de logements sociaux dans les opérations, ça va faire baisser le prix du foncier ». Le constat, c'est que le foncier il a été multiplié par 3. Donc apparemment, ça n'a pas eu l'effet escompté. On se rend compte, alors c'est pas que à l'origine, quand ça a été mis en place et réfléchi, c'était le but premier, mais c'est que finalement, ce sont les effets. La taxation, la mise à la TVA des terrains constructibles, ça n'a pas fait baisser les prix. Les gens n'ont pas réduit de 20% le prix de leur terrain. Au contraire, ceux qui ont acheté ont payé 20% plus cher et tout ça s'est reporté. J'ai retenu un élément qui a été évoqué, notamment dans le document de présentation qu'a rédigé Jean-Luc, sur lequel on rappelle, et je pense que c'est important de le dire, qu'aujourd'hui, dans les opérations d'aménagement et notamment dans la construction de logements, le foncier représente quelquefois 60 à 70% du coût de la réalisation. Donc finalement, je pense qu'il y a une nécessité absolue à s'interroger et à se questionner comment travailler sur la valeur de ce foncier. Est-il normal aujourd'hui, quand on voit, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on voit au quotidien sur ce territoire qui est le Pays Basque, des mises en vente de biens au quotidien. Quand on voit la valeur des biens, l'évolution des prix, voire quelquefois pour des terrains nus ou même des fois pour des maisons inhabitables, mais qui derrière vont générer effectivement les opérations, le prix de départ, on se demande derrière comment l'opération va être possible. Et le constat qu'on fait finalement, nous en tant qu'opérateurs fonciers publics, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune opération qui n'est possible sans une participation et un investissement de financement public conséquent. Ça s'est traduit, je pense, de façon assez claire par... on s'est tous jetés sur le fonds Friche, qui a eu un succès absolument phénoménal. On nous en aurait donné 10 fois plus, on les aurait pris. Donc on voit bien qu'on est tout le temps à la recherche, et c'est ça qui est un peu regrettable, moi je le dis depuis de nombreuses années, c'est que finalement dans cette chaîne d'acteurs de la réalisation et du développement, on s'est toujours posé la question sur comment finalement mettre des règles sur les constructeurs, les opérateurs privés, comment encadrer les bailleurs sociaux, comment réglementer les problématiques d'aménagement et tout ça. Il y a un acteur à qui on n'a jamais demandé de faire d'efforts, à qui on ne s'est jamais posé la question, finalement, lui, est-ce qu'il est dans l'application de quelque chose qui ne vient pas dégrader la situation? C'est le propriétaire foncier.
Lui, il n'a jamais fait le moindre effort. Il a continué à encaisser. Voilà. Et tous les autres ont dû continuer à faire des efforts et à venir équilibrer les choses. Alors tout ça, on nous a toujours dit, et chaque fois qu'on a évoqué ces sujets-là, on nous a toujours dit, oh là là, droit de propriété, droit constitutionnel, il est impossible d'y toucher, c'est pas possible. Je me suis amusé un peu à regarder parce que je me suis dit peut-être que j'ai des mauvais souvenirs d'étudiants. J'étais peut-être pas très à l'écoute le jour où on a évoqué ce cours-là. Et finalement, je suis allé regarder la Constitution, l'article 17, qui définit le droit de propriété. Alors, la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Moi, quand je lis ça, j'essaie de le relire, je vois qu'à aucun moment, quand par exemple un propriétaire voit son terrain déclassé de U à A, il y a une atteinte à son droit de propriété. Ah oui, il va gagner moins d'argent quand il va vendre le terrain. Mais où son droit de propriété a été violé? J'en vois pas. Sur l'encadrement éventuellement demain, effectivement, de prix de vente, où est-ce qu'on va modifier le droit de propriété de ce propriétaire? Ça pose des questions. Il y a même une note qui a été rédigée à l'époque par le Conseil constitutionnel et qui rappelle quand même l'article 4 de cette Déclaration des droits de l'homme qui dit que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, les gens qui vendent des fonciers très très chers, voilà, et cette spéculation qu'il y a sur le foncier, est-ce que c'est pas en train d'empêcher des gens de se loger? Et donc, est-ce qu'on n'est pas en train de nuire à autrui? Est-ce qu'on ne peut pas s'interroger sur cette question-là? Donc ça, aujourd'hui, c'est une vraie réalité, en tout cas qu'on constate, nous, en tant qu'opérateurs publics. On est, ce que je voulais dire en préambule aussi, c'est qu'on est bien sûr convaincu de l'intérêt de la mise en œuvre de cette réflexion et de travailler sur une économie du foncier, sur la protection du foncier agricole, la protection du terrain naturel, refaire la ville sur la ville, retraiter les friches, travailler sur la densité. Ça fait des années que les opérateurs fonciers publics et les EPF en particulier accompagnent les collectivités, les encouragent effectivement à travailler dans cette démarche-là, pour la simple et bonne raison aussi, et ça a été dit par Marie tout à l'heure, c'est que le foncier est cher, donc essayons effectivement de l'utiliser le mieux possible et le plus possible, que faire de l'étalement urbain, c'est générer de la route, c'est générer du tuyau d'assainissement, et donc tout ça, ça a un coût pour la collectivité, ça a des services à générer, donc tout ça doit être pris en considération, et effectivement, dans une réflexion un peu intelligente du développement local, il est effectivement préférable de travailler sur de la densification et une utilisation raisonnée du foncier. Donc ça, on y participe depuis de nombreuses années. Pour autant, la mise en œuvre du ZAN et de la façon dont elle s'est mise en place, aujourd'hui, elle nous interroge et en tout cas, elle nous amène à avoir deux inquiétudes. Parce que concrètement, en tant qu'opérateur foncier public, on travaille avec les collectivités et on travaille, bien entendu, en s'appuyant sur les documents d'urbanisme qui ont été réalisés et mis en place par ces collectivités. Documents d'urbanisme, je rappelle, qui ont été validés par les services de l'État. Donc ce n'est pas non plus un truc que le maire a fait dans le coin de sa cuisine et qu'il a mis comme ça sur la table. C'est quelque chose quand même qui est très complexe. Et pour tous ceux qui font des documents d'urbanisme, vous savez, toute la difficulté et la pénibilité pour réussir à sortir effectivement et à aboutir à un document d'urbanisme. Donc on travaille avec ces documents. Ces documents qui ont été validés effectivement par les services de l'État. Il y a quelques années, au niveau de l'EPFL Pays Basque, dans l'accompagnement des collectivités que nous menons, puisque depuis de nombreuses années aussi, la culture de l'aménagement et du développement local était de dire anticipons, anticipation. Faisons des stocks fonciers, faisons de la réserve foncière. Donc faisons en sorte effectivement d'avoir des capacités foncières qui permettront derrière aux collectivités de saisir l'opportunité pour développer leurs projets urbains et pas d'être là le lundi matin à attendre que le propriétaire veuille bien vendre un foncier pour pouvoir réaliser l'école, l'équipement public ou les logements sociaux qu'il était nécessaire de réaliser. En se disant aussi, et c'était une culture qu'on portait, qu'en ayant cette anticipation, peut-être que les fonciers qu'on achetait en 2010, si on les aménageait en 2020, on les aurait achetés à un prix effectivement qui était inférieur avec l'évolution du coût du marché, enfin des prix immobiliers. Et donc on avait finalement à disposition un foncier qui pouvait permettre de faire des choses de façon plus simple que si on avait dû l'acheter en 2020. Donc on était dans cette démarche-là en s'appuyant encore une fois sur ces documents d'urbanisme. Dans ce travail finalement d'anticipation, d'essayer de faire de sensibiliser les collectivités du territoire à leur disponibilité foncière, on avait fait un travail en fait de définition ou d'analyse de la disponibilité foncière. Le constat, il est très simple, si vous voulez, à l'époque, et donc c'est un travail, c'est gentil, ouais. Ouais, merci beaucoup. Ce travail, en fait, il nous avait amené à faire un constat, et ça,
je ne dirais pas que on va le retrouver sur tout le territoire national. En tout cas, ici, sur le Pays Basque, le constat, c'est qu'on avait des documents d'urbanisme qui étaient très ouverts, très permissifs en matière de développement par rapport aux besoins réels que pouvait définir le territoire. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire que dans certaines communes, vous aviez 90 hectares, je dis bien 90 hectares, de foncier qui étaient ouverts à l'urbanisation, donc qui potentiellement pouvaient permettre la mise en œuvre de projets. Alors, on arrivait à ces conclusions-là en travaillant avec l'agence d'urbanisme. Je reprends un peu ce que disait Marie. On arrive à travailler entre ingénierie et à collaborer. Avec l'agence d'urbanisme donc des Pyrénées-Atlantiques, on avait fait cette analyse que finalement, pour le développement de la commune à horizon 2030, et on ne savait pas que ça allait être une date aussi importante, finalement, il en fallait 5 fois moins. On pouvait faire avec 5 fois moins. Donc la question qui pouvait se poser, c'est comment la collectivité allait pouvoir maîtriser, parce que qui allait empêcher le propriétaire de vendre à un opérateur qui aurait eu envie de faire une opération. Et cette opération, dans le cadre du dépôt d'une autorisation d'aménagement ou d'urbanisme, aurait été difficilement refusable par la collectivité, puisqu'elle respectait les règles du PLU. Et comment la collectivité allait pouvoir gérer ce problème-là ? Donc ça nous a amené effectivement à faire pas mal de stocks fonciers. On a travaillé avec les collectivités en leur disant où sont vos secteurs de réflexion, où avez-vous envie demain de faire du développement. Et donc faisons en sorte de nous positionner suffisamment en amont pour s'assurer ces maîtrises foncières pour que demain, quand vous voudrez lancer votre développement, vous soyez maître de ce foncier. Aujourd'hui, avec la mise en œuvre du zéro artificialisation nette à horizon 2030, donc avec une réduction de 50%, on s'est amusé à faire un petit calcul. On a fait un travail, là encore une fois, avec les services de la communauté d'agglomération qui travaillent aujourd'hui sur la mise en œuvre des PLUI à l'échelle de l'agglomération. Et donc pour essayer d'intégrer ce fameux objectif ZAN de 2030, et donc d'essayer de voir quels sont les terrains qui demain resteront constructibles et ceux qui ne le seront plus, ou en tout cas qui ne devront plus le rester pour respecter ces objectifs. Et là, le constat, il est terrible. Le PFL aujourd'hui, c'est à peu près 123 millions d'euros de stock foncier. Sur ces 123 millions d'euros de stock foncier, il y a 40% de ce stock sur lequel potentiellement il y a 50% de la surface qui peut changer de destination. Donc quand on a vu cette question-là, on en a parlé à nos collègues EPF qui nous ont dit nous aussi, on est confrontés à cette problématique-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a interrogé le ministère. On a dit au ministère, voilà, comment vous voyez les choses ? Comment vous anticipez ? Qu'est-ce qu'on pourra faire ? On nous a fait la réponse suivante. Assurez-vous que dans les conventions de portage que vous avez mis en place avec les collectivités, vous soyez sûr de bien être payé. Je ne vous cache pas que ce n'est pas tout à fait la réponse qu'on attendait. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans cette situation. Donc ça, c'est déjà une première inquiétude. Qu'est-ce qui va se passer sur ces fonciers qu'on a maîtrisés, qui étaient des zones 2AU, par exemple, je pense aux zones 2AU, qui souvent sont des zones 2AU qui étaient des anciennes parcelles de propriétaires et souvent en plus agricoles, donc de 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, qui ont été acquises, bien sûr en 2AU, pas au prix du foncier agricole, donc à des valeurs, même si elles sont de 10, 15 ou 20 euros du mètre carré, et qui sont très très loin des valeurs du terrain constructible aujourd'hui. Pour autant, lorsqu'on va revenir à la valeur du foncier agricole, qui est de 80 centimes, je veux dire, qui va assumer effectivement le différentiel ? Est-ce que ce sont les EPF ? Je pense qu'on mettra la clé sous la porte, parce qu'on n'aura pas les moyens effectivement d'assumer. Donc ça, c'est une première question qui nous interroge. La deuxième, c'est, comme je le dis, on travaille avec des documents d'urbanisme. Et je vois certains acteurs de construction dans la salle. Eux aussi, ils travaillent avec le document d'urbanisme. Et ils proposent la réalisation d'une opération là où le terrain est constructible. Et on a, comme je le disais, aujourd'hui au Pays Basque, des secteurs, et on a un cas d'école, là, en ce moment, où un propriétaire a rencontré un opérateur qui est prêt à lui faire une offre d'acquisition sur un terrain de mémoire 4 hectares, petite commune du Pays Basque qui doit faire moins de 500 habitants, sur lequel l'opérateur peut envisager de faire à peu près 80 logements. Quand le maire a reçu le propriétaire et l'opérateur, il est tombé de sa chaise. Il a dit « Oulala, mais vous ne vous rendez pas compte, moi je travaille sur la restructuration du centre-bourg, la réhabilitation du centre-bourg. J'ai demandé à l'EPFL d'acheter des biens bâtis pour essayer justement de recréer des logements dans des bâtis existants, de faire des commerces en rez-de-chaussée. Il travaille avec certains opérateurs aussi pour faire ces opérations. » Et il dit « Mais non, mais moi, c'est pas possible. En plus, c'est un peu éloigné du centre-bourg. Cette parcelle, elle n'est pas du tout au centre-bourg. Ça va pas dans le sens de la démarche. »
Et donc le propriétaire lui dit bah oui, mais moi j'ai l'acheteur, et le promoteur dit bah moi je suis en droit de déposer le permis de construire puisque les règles du PLU me le permettent. Et là on nous dit qu'est-ce qu'on fait? Donc tout le monde dit bah le PFL a qu'à préempter. Bah oui, bien sûr, le PFL peut préempter. Sauf que à cet endroit-là, si vous voulez, si on achète ce foncier, grosso modo, et je veux pas rentrer, mais on est dans des valeurs qui sont de l'ordre d'une 40aine d'euros le mètre carré par rapport à la localisation de la commune. Demain, ce terrain, et c'est la volonté du maire, c'est de faire en sorte que ce terrain redevienne agricole. Donc on va acheter à 40 euros un terrain qui va en valoir 80 centimes dans quelques années. Encore une fois, qui paye? Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait si demain cette vente intervient? Effectivement, ces 80 logements et ces 4 hectares vont venir, et vous le savez tous, en déduction des potentiels de consommation à venir. Alors, je vois Lionel Coste qui est là, et c'est vrai qu'on a essayé de faire remonter, et je pense qu'il y reviendra. On espère que ça va pouvoir fonctionner, souhaiter qu'il puisse y avoir peut-être un sursis à statuer, puisqu'en fait, finalement, on est dans l'attente de l'approbation des PLUI qui définiront les nouvelles règles de construction et qui permettront effectivement de dire bon, on est certain que la constructibilité sera possible ou pas. Donc ça fait partie effectivement de ces inquiétudes. Au niveau des constats, je le disais, en tant qu'opérateur foncier public, on intervient donc pour le compte des communes et pour leur permettre de mettre en œuvre leur développement. La mise en œuvre du zéro artificialisation nette, ça a été dit, va amener effectivement à limiter, pour ne pas dire supprimer, la possibilité de construire sur des terrains nus. Donc de travailler effectivement sur du bâti existant, sur de la friche. Et encore une fois, on est convaincu que c'est bien, qu'il faut le faire. Mais ça a été dit aussi, le constat aujourd'hui, c'est que toutes ces opérations, elles sont déficitaires. Donc on est dans une démarche, effectivement, il faut trouver le juste équilibre. Et encore une fois, elles sont déficitaires. Pourquoi? Parce que finalement, on n'impacte jamais le propriétaire privé. Le vendeur, il n'est jamais impacté. Je vais vous donner un exemple. Vous achetez une friche industrielle polluée. Voilà. Cette friche industrielle, et j'en parle en connaissance de cause, puisqu'on vient de le faire pour le compte de l'agglomération. On achète cette friche industrielle polluée, d'une superficie de 8 hectares. On connaît une partie de la pollution, on n'a pas capacité, puisqu'on n'est pas propriétaire du terrain, d'aller envoyer une pelleteuse et faire des sondages dans le terrain. Donc on essaye d'avoir un minimum d'analyse pour essayer de définir quelle peut être la pollution du site. C'était un site où il y avait une activité industrielle assez importante et où il y avait une pollution importante. Le constat aujourd'hui, c'est que le prix, et encore, je pense qu'on a de la chance, on est intervenu sur une transaction qui se faisait entre le propriétaire et des acquéreurs potentiels à 2 millions d'euros. Donc on a acheté ce foncier à 2 millions d'euros. Aujourd'hui, on sait pertinemment que demain, quand l'agglomération voudra dépolluer ce foncier pour le mettre en œuvre, et l'objectif c'est d'y produire du développement économique, ce foncier, la dépollution lui coûtera beaucoup plus cher que 2 millions d'euros. Donc en fait, aujourd'hui, on a indemnisé un propriétaire qui vend un terrain qui, une fois, s'il devait financer la dépollution, ça lui coûterait de l'argent. On serait allé devant le juge de l'expropriation, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un expert qui est Maître Lévy, que vous connaissez peut-être, qui est un expert assez reconnu sur ces questions justement de problématiques de pollution et d'intervention en acquisition. Il nous a clairement dit, mais si demain vous vous retrouvez en procédure d'expropriation, donc en fixation judiciaire du prix sur ce bien, le juge retiendra la valeur du foncier comme si il n'était pas pollué, et il affectera un abattement qui sera de l'ordre de 20 à 30%. Donc le propriétaire touchera 70% de la valeur du foncier, et finalement, les 20-30% d'abattement, vous ferez avec pour pouvoir financer la dépollution. Donc opération qui sera foncièrement déficitaire pour la collectivité. Est-ce qu'on y arrivera? Est-ce que c'est possible? Et on voit bien que les collectivités, en plus, aujourd'hui, ont des difficultés à trouver des financements. Autre situation qu'on vit aujourd'hui sur les territoires, c'est le recul du trait de côte. Avec toutes ces villas les pieds dans l'eau, sans jeu de mots, parce qu'elles le seront bientôt, peut-être elles-mêmes seront carrément dans l'eau, qui se vendent à plusieurs millions. On voit les transactions qui sont assez incroyables, malgré depuis quelques années, parce qu'on pouvait penser que par le passé, les gens n'étaient pas forcément conscients que le bien qu'ils étaient amenés à acheter avait demain potentiellement le risque de finir dans l'océan. Aujourd'hui, il y a tout un système et toute une organisation qui a été mise en place qui fait que les gens sont forcément informés de la situation. Ça n'empêche pas effectivement les gens d'acheter à ces coûts-là. Et on fait face à quelle situation? C'est que dans la loi récente qui a été mise en œuvre, on se rend compte que finalement, on a bricolé un truc pour essayer de dire, bon, si la collectivité prend les devants en venant acheter le bien
qui n'aura aucune valeur parce qu'il va finir dans l'océan. Donc il va venir acheter un bien en sachant qu'il n'en retirera rien. Ben, plus il le fait en amont, moins l'abattement sur la valeur du bien est important. Donc honnêtement, aujourd'hui, dans l'analyse qu'on a fait du système, le conseil qu'on a dit aux communes, on leur a dit surtout allez acheter la maison le lendemain qu'elle soit tombée dans l'océan. N'allez pas l'acheter avant parce que ça va vous coûter de l'argent. Donc on se rend bien compte qu'on est toujours, et finalement dans toutes les démarches qui sont mises en œuvre, on est confronté à chaque fois à cette opposition de dire ah oui mais le droit de propriété, et cette association du droit de propriété en fait avec la capacité pour le propriétaire de valoriser financièrement cette propriété. Je vais vous donner un autre exemple, moi aussi je me dis finalement pourquoi est-ce qu'on a pris autant de temps pour faire cette réglementation, c'est l'emplacement réservé pour de la mixité sociale. Vous mettez un emplacement réservé dans le cadre du PLU, donc là ça veut dire que la municipalité a quand même mené une réflexion, elle s'est dit tiens c'est là, à cet endroit-là qu'il serait utile de faire une opération 100% logement social. Le règlement de mon PLU ne prévoit pas effectivement cette disposition, donc à cet endroit-là je vais décider que je vais avoir une opération 100% logement social. Je mets un emplacement réservé. Du fait d'avoir mis un emplacement réservé, le propriétaire est en droit de mettre en demeure la commune d'acheter le foncier. Voilà. La commune va faire une offre au propriétaire. Si le propriétaire refuse cette offre, le propriétaire est en droit de saisir le juge de l'expropriation et de demander la fixation judiciaire du prix. Si la collectivité, elle tient véritablement à la mise en œuvre de ce projet, elle va aller au bout de la procédure, parce que si elle l'abandonne, elle doit retirer l'emplacement réservé. Donc si elle veut aller au bout de la procédure, elle va aller devant le juge. Vous prenez le code de l'expropriation, il est expressément prévu que le juge, pour définir la valeur du bien, ne doit pas tenir compte de l'emplacement réservé. Donc la collectivité va payer un terrain sur lequel la règle d'urbanisme prévoit de faire 30% de logements sociaux et va s'obliger à en faire 100%. Et quand on sait que 60% de la valeur des logements sont représentés par la valeur du foncier, je vous laisse imaginer le chèque que va devoir faire la collectivité pour équilibrer l'opération. Donc on se demande finalement à quoi ça sert. Autre interrogation sur ces lois et ces adaptations réglementaires qui finalement finissent par ne servir à rien. Je vais parler de 2 dossiers que tout le monde connaît ici, qui sont des ventes de propriétés agricoles avec du bâti assez conséquentes, vendues à des acquéreurs qui ne sont pas des agriculteurs et qui sont prêts à les payer très cher. Tout le monde dit la SAFER va intervenir, en plus c'est super, il y a quelques années on a mis en place une loi qui permet à la SAFER de faire une préemption partielle. Ah oui, elle est tellement bien faite cette loi que si le propriétaire n'est pas d'accord pour dissocier la partie terrain de la partie bâtie, il peut imposer à la SAFER d'acheter la totalité du bien au prix de la notification. Donc en fait, c'est la SAFER qui se retrouve à faire le spéculateur. Donc autant dire que la SAFER ne s'engage pas dans cette démarche-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Elle se retire et la vente a lieu. C'est ce qui vient de se passer à Saint-Pé. Voilà. À Saint-Pé, vous avez une propriété de 50 hectares avec un bâtiment qui a été mis en vente, 1,3 million. Les évaluations sont plutôt du monde local et de la profession agricole, plutôt sur une valorisation à 650 000 € par rapport aux références locales. Et ben, la SAFER a essayé d'intervenir dans l'application de ce texte. La vente a eu lieu aujourd'hui. Alors, des associations essayent effectivement de se battre, mais on n'a pas de moyens. En fait, Et pourquoi? Parce que ce texte qui, à l'origine, avait été effectivement plutôt bien rédigé et permettait une intervention sur l'ensemble du bien, a été complètement détricoté et on a abouti, sous le prétexte effectivement de l'atteinte au droit de propriété, à cette démarche-là. On peut se poser la question aujourd'hui aussi, dans l'application du droit de préemption de la SAFER, elle peut préempter un bien qui n'a plus vocation, enfin qui n'a plus d'activité agricole, que si ça fait moins de 5 ans que l'activité agricole a arrêté. Donc ce qui veut dire que tous les bâtis aujourd'hui qui sont inoccupés, inutilisés, à partir du moment où ils ne sont plus à vocation agricole depuis 5 ans, il n'y aura pas d'intervention possible. Donc vous aurez des gens qui seront à même d'investir, d'acheter ça pour de la résidence secondaire, peut-être tant mieux de la résidence principale, mais en tout cas qui viendront participer potentiellement à de la spéculation et donc à renchérir et à faire monter les marchés immobiliers. Juste pour terminer, donc, par rapport à ce que il nous semble, c'est que par rapport à tout ça, on pense qu'effectivement, il faut absolument, si on veut réussir le challenge ou vraiment le défi qui est devant nous, il faut qu'on arrive à renforcer, en tout cas à redonner la place qui doit être la sienne à l'intervention publique. Le constat que l'on fait aujourd'hui, et ça je parle sur un constat de fait et de dossier que l'on vit au quotidien, n'est absolument pas vrai. C'est-à-dire que quand vous avez un juge de l'expropriation qui vous dit « moi, quand je fais une évaluation d'un bien, je retiens toujours la valeur la plus favorable pour le propriétaire »,
je pars du principe effectivement que l'intervention publique n'est pas favorisée. Quand je vois qu'effectivement dans certains secteurs, notamment par exemple une convention qu'on avait signée sur la commune de Bayonne, une convention PNR4, donc une convention signée quand même à l'époque avec le ministre qui était monsieur Apparu, de requalification de quartiers anciens dégradés, un juge de l'expropriation nous dit à votre DUP en fait votre projet d'utilité publique, mais par contre votre DUP foncière aurait dû être plutôt une DUP projet, ce qui ne changeait absolument rien à la problématique, puisque la personne qui a attaqué la DUP, c'était un propriétaire qui trouvait qu'on lui achetait pas assez cher son non-appartement. Donc qu'on soit en DUP foncière ou en DUP projet, ça ne changeait pas le problème. Sauf que quand vous êtes dans un process avec des financements de l'ANA, donc avec des délais et des dates butoirs, eh ben on a failli effectivement, enfin c'est pas qu'on a failli, c'est que le projet ne pouvait plus se faire parce qu'on perdait les financements. Et donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben on a dû accepter le prix du propriétaire et donc on a renchéri effectivement le coût de l'opération. Donc ça, je pense qu'il y a véritablement des questions à se poser là-dessus. Bon, parmi les pistes de solutions, peut-être, je pense que sincèrement, il faut qu'on se réinterroge sur véritablement la remise à plat, puisqu'on nous annonce depuis des années le grand soir de la loi foncière. Je pense qu'il faut enfin qu'on y arrive et qu'on remette véritablement à plat et qu'on s'interdise de modifier aucune réglementation. Il y en a certaines, effectivement, qui vont changer des usages, qui vont faire peut-être mal au portefeuille de certains propriétaires. Mais je suis désolé, je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. Enfin, je ne vois pas comment, quand une commune doit mettre 100 000 euros par logement social qui se construit sur son territoire et qu'elle en a 2 500 à construire pour rattraper son retard SRU, où va-t-elle trouver les 2,5 milliards ? Enfin, moi, je veux bien. Mais enfin, c'est basique, mais c'est quand même des choses de terrain. Je pense qu'on ne pourra pas aller vers cette grande loi foncière si on ne réinterroge pas véritablement la problématique du droit de propriété. Je pense qu'il faut respecter et maintenir ce droit de propriété, mais il faut qu'on se réinterroge véritablement sur ce lien qu'il y a avec la financiarisation du droit de propriété. Voilà, je pense qu'on peut se poser. Il y a la taxation des plus-values. Ça aussi, certains élus du territoire, et notamment ceux de la côte, nous, on constate aujourd'hui par l'analyse des DIA qu'on fait, qu'il y a certains acteurs privés, particuliers, qui sont devenus des spécialistes, c'est-à-dire que tous les 2 ans, ils revendent leur maison d'habitation en faisant une belle culbute, et comme c'est le logement principal, eh ben, c'est de la plus-value qui n'est pas taxée. Voilà. Et donc on participe, bien sûr, donc eux, vous êtes sûr, ils vont chercher à vendre au plus offrant, et donc effectivement, vont participer. Donc là, il y a peut-être des vraies questions à se poser, et donc sur des questions effectivement de taxation. Et enfin, dernier élément, il y a quand même quelque chose qui, à mon sens, ne permettra pas de continuer à avancer. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, que sur le territoire de l'agglomération, il y a des investissements conséquents qui sont réalisés, par exemple, pour faire un trambus et faire en sorte que vous ayez un arrêt de trambus qui arrive en bas d'un immeuble et que, du coup, la réalisation de cet aménagement, naturellement, fait augmenter le prix et la valeur des appartements de ce bien. Si demain, la collectivité, dans le cadre du ZAN, doit acquérir ces biens pour faire une opération de renouvellement urbain, elle va être pénalisée, elle va avoir la double peine, c'est-à-dire qu'elle rachètera plus cher les appartements dont le prix a augmenté parce qu'elle a financé un aménagement public. Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas qu'on puisse partager la rente foncière ? Est-ce qu'il n'y a pas des questions et des modèles à trouver pour partager la rente foncière, pour faire en sorte que les aménités qui sont améliorées, qui sont, on va dire, sur les investissements publics qui sont réalisés, est-ce que la collectivité, à un moment, ne peut pas retrouver, ou en tout cas intégrer ces éléments-là pour permettre son développement ? Voilà, merci. Merci. Bien, bonjour. On le voit depuis ce matin, même dans ce beau cadre verdoyant et assez peu urbanisé de Bunus, la question de la maîtrise du foncier devient primordiale et préoccupante, comme le soulignait Monsieur le maire dès son propos liminaire. Sur le papier, la loi climat et résilience, on en parlera, semble vertueuse, mais effectivement sur le terrain, on s'en rend compte à travers tout ce qui a déjà été dit. Elle est difficile à appliquer et un véritable casse-tête même pour les acteurs, tant que ce soit les élus, les promoteurs, les constructeurs, les garants de la maîtrise immobilière. C'est compliqué pour en rencontrer régulièrement ici sur le territoire. À chaque maillon de la chaîne, cette loi semble un vrai problème, un vrai casse-tête.
puisque évidemment ce qui est rare est cher, et donc le foncier, comme le disait M. Portier, va devenir la clé du logement pour demain. Alors, comment répondre à la demande croissante du logement de la part des ménages sans construire ni étaler davantage? C'est ce que nous allons voir avec nos 3 invités du jour que Jean-Luc nous a présentés. Et donc, je vais animer cette table ronde avec Henri Buzicazo, que beaucoup de gens connaissent déjà ici, mais que je représente, et qui est président fondateur de l'Institut du management des sciences immobilières. Des services immobiliers. Mais c'est déjà une grande science. Voilà. Henri, je te laisse la parole. Merci Pierre. Je salue ce que je n'ai pas eu le plaisir de voir. Je le fais avec d'autant plus d'affection que je suis basque aussi. J'ai cette qualité-là, je tiens à la rappeler. Non, tout le monde n'a pas cette qualité à la tribune. Voilà. Pardon messieurs, je vous dis ça. Bon, et je le dis devant Landais aussi. Je voudrais rajouter à tout ce qui a été dit, et en faisant le même exercice que Jean-Claude Drian a fait tout à l'heure, il évoquait l'histoire de la rénovation environnementale, l'histoire des Palulos 78. De la même manière, je voudrais vous faire remarquer que la question foncière, elle a changé de statut. Je commence à faire partie des anciens, 35 ans d'expérience dans ce secteur. Il y a 30 ans, 35 ans, 40 ans, la question foncière était une question d'experts, d'intellectuels. Elle renvoyait à des noms de personnalités pour qui on a une grande estime, qui sont encore dans le champ de la réflexion. C'est Vincent Renard, c'est Jean-Jacques Granel, les études foncières. Elle a changé de statut, elle est aujourd'hui dans le champ de la réflexion publique pour éclairer l'action politique. Elle l'était avant la transition environnementale et la feuille de route écrite par Climat Résilience. Dans les années récentes, il est clair que l'inflation des prix a motivé que les pouvoirs publics s'attardent sur ce sujet. On peut évoquer le rapport rendu en 2019 par Jean-Luc Laglaise, alors député de Haute-Garonne, rendu au Premier ministre sur la maîtrise du coût du foncier. On peut évoquer aussi les rapports Absamen qui évoquaient le sujet. En tout état de cause, c'était déjà dans le champ de la réflexion publique. Et puis aujourd'hui, ce sont des textes de loi, bien sûr Climat Résilience, loi du 22 août 2021, mais aussi la très récente loi, j'en parle devant des parlementaires qui y ont travaillé à l'Assemblée et au Sénat, la loi du 20 juillet 2023 qui vise à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à améliorer l'accompagnement des élus. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est la question centrale. Je vous félicite d'ailleurs de vous être levé tôt parce que cette table ronde est la principale de la journée, sans porter préjudice aux deux qui suivront. Non, mais c'est tout à fait vrai. Alors... Bon, pour débattre de ces sujets, trois experts à des titres différents. Alors, Jean-Luc vous a présenté Lionel Cos, mais aussi Jean-Philippe Dugoin-Clément et Francis Stéphan. Je rajouterai deux, trois qualités au CV qui vous a déroulé. Bref, Lionel Cos, effectivement aujourd'hui président du Conseil national de l'habitat, a aussi été rapporteur du thème Se loger de Climat Résilience. Donc il a cette historique-là. Il est député pour son deuxième mandat. Je n'ai pas dit second, cher Lionel. Et voilà, il a été aussi, je le dis parce qu'on a évoqué tout à l'heure le rôle des élus locaux et singulièrement des maires. Enfin, on en parle depuis tout à l'heure. Il a été maire de Saint-Martin-de-Seignance, conseiller général, on disait ainsi, c'était son premier mandat de ce canton. C'est aussi une qualité de Jean-Philippe Dugoin-Clément, il est maire de Mency, dans l'Essonne, et j'ajoute qu'il est aussi le président de l'établissement public foncier, on a entendu tout à l'heure Arnaud Portier s'exprimer, de l'Île-de-France. Voilà. Et quant à lui, on le tient pour un spécialiste des questions foncières, en zone tendue, tout particulièrement, puisqu'il est un élu de la région capitale. Et quant à Francis Stéphan, alors j'insiste pour l'excuser sur l'absence de Valérie Fournier. C'est en effet un souci familial important qui l'empêche d'être avec nous. Elle était tout près de nous hier et elle a dû partir en urgence. Et on remercie d'autant plus Francis Stéphan
de relever le défi, mais il est aussi un régional de l'étape. Alors, Domo France est une très grosse entreprise sociale pour l'habitat, de première importance, la plus importante, je crois, de Nouvelle-Aquitaine, mais elle intervient sur tout le territoire national et bien sûr dans le Pays Basque. J'ajoute qu'il est aussi membre du comité exécutif de l'Union sociale pour l'habitat. Manuel Cos est avec nous, il était tout à l'heure. Voilà, alors Lionel, je commence par toi. On va demander à chacun d'entre vous une première intervention que Pierre et moi provoquerons avec des questions qui vous sont plus particulièrement adaptées en fonction de vos responsabilités. Je dis aussi à la salle, qui est très sage depuis tout à l'heure, très studieuse, qu'elle pourra poser des questions à la toute fin. On va se donner 3 quarts d'heure de débat pour qu'il y ait un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure de questions de votre part à nos débatteurs, à nos orateurs. Lionel, donc, tu as été, comme beaucoup d'autres parlementaires, artisan de la loi climat-résilience, qui est la feuille de route qui crée cette équation complexe dont on a parlé. Alors, dans le thème de la table ronde, on parle de ce hiatus entre la sobriété foncière qu'il faut organiser, 2030, 2050, la cherté que ça peut induire, puisqu'il y a une raréfaction du foncier constructible, et j'ajoute l'enjeu de production de logements. Alors on entendait notre ministre qui nous rejoindra tout à l'heure dire hier sur France Inter qu'il n'y avait pas besoin de construire partout. Si on le dit différemment, il y a des endroits où il faut construire. Et donc, à l'arrivée, on a ces 3 données d'une équation qu'il faut équilibrer, qui est très difficile à équilibrer. Est-ce que d'ailleurs la nouvelle loi du 20 juillet est une forme de remords ? Est-ce qu'on est venu rajouter des choses parce qu'on avait mis des exigences un peu fortes ? On parle d'anticipation de certains maires qui sont déjà en 2050, qui ne donnent pas volontiers d'autorisation de construire. Voilà. Alors ton sentiment aujourd'hui sur la manière d'équilibrer cette équation, ton sentiment sur les outils. On a dit tout à l'heure, il manque peut-être des outils aux opérateurs locaux, aux élus locaux, à ceux qui sont auprès d'eux, typiquement directeurs d'établissements publics fonciers. L'ingénierie foncière, il faut sans doute qu'on parle aussi de découplage de foncier bâti, de BRS, le succès du BRS, qui était fait pour tempérer les prix. Voilà. Donc, et très librement, tout ce que tu as en tête, tu as travaillé à cette dernière loi. Tout n'est pas dans cette dernière loi. Tu avais aussi des idées qui peut-être ne sont pas transcrites dans la loi du 20 juillet. Voilà. À toi et ensuite Jean-Philippe et Francis. Merci beaucoup, cher Henri. Bonjour à tout le monde. Alors, avec tout ce qui a été dit depuis ce matin, je pense qu'on va en avoir pour quelques heures de débat, parce qu'en effet, il s'agit d'un sujet important, d'une trajectoire importante du ZAN, du zéro artificialisation nette, et je dirais une trajectoire qui va nous amener jusqu'à au moins 2050. Je tiens à rappeler que déjà en 2011, l'Union européenne avait mis dans sa feuille de route les enjeux de sobriété foncière avec l'objectif d'atteinte en 2050 du ZAN, sans savoir déjà à l'époque d'ailleurs ce que c'est que le ZAN. Et d'ailleurs, je défie quiconque ici de savoir ce que c'est que le ZAN, parce que le ZAN aujourd'hui n'est pas défini dans la loi. Alors on imagine tous ce que ça peut être. On imagine tous effectivement la définition qu'on peut y mettre. Alors, certains parlent de ville circulaire, de ville stationnaire, de la ville sur la ville. Enfin voilà, chacun y va de sa propre définition. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que nous aurons à définir ce que c'est que le ZAN d'ici 2050. Alors la loi climat et résilience a donné un objectif du ZAN, mais sans dire exactement ce qu'il en est. D'ailleurs, c'est curieux que le premier article, effectivement, sur la sobriété foncière, concernait juste un objectif, sans dire exactement ce que c'était, mais c'était une volonté purement politique, un engagement fort à l'époque du président de la République, Emmanuel Macron, et du ministre Nicolas Hulot, qui déjà en 2017 s'était engagé à mettre en place le ZAN pour 2050. Donc première étape, 2011, l'Europe qui s'engage déjà à atteindre ses objectifs en 2050. 2016, le législateur qui, à travers la loi biodiversité, a déjà donné de la compétence sobriété foncière aux régions à travers les SRADET. Et donc, effectivement, ensuite, la loi climat et résilience qui est venue accompagner et dire au moins comment on allait travailler, c'est travailler pour la décennale en cours, et qui a été complétée par la dernière loi que nous avons menée avec le Sénat. Et je remercie d'ailleurs nos collègues sénateurs, dont effectivement présentes ici, mais aussi bien sûr Jean-Baptiste Blanc et Valérie Létard, avec qui nous avons étroitement travaillé
pour pouvoir, je dirais, faciliter la mise en œuvre donc, du ZAN sur nos territoires. Nous aurons, alors je vous le dis clairement, nous aurons d'autres projets de loi ou propositions de loi d'ici 2050. C'est normal. Déjà la première avant 2031, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas défini ni travaillé sur la deuxième décennale. La loi climat et résilience ne parle que d'une décennale, c'est-à-dire 2021-2031, et ne donne pas ni les objectifs ni ce qui se passera à partir de 2031 jusqu'en 2041, puis 2041-2050. On laisse un peu de temps aussi, puisque bien sûr, on essaie d'accompagner, je veux dire, et d'atteindre cette trajectoire. Et donc, oui, il y aura d'autres propositions de loi, d'autres projets de loi qui, de toute façon, vont émerger d'ici 2050. Nous avons, dans Climat et Résilience, fait un constat, je crois qu'il a été partagé, qui a été dit tout à l'heure, que nous consommons aujourd'hui, surtout en France en particulier, énormément de foncier. 25 000 hectares par an, c'est-à-dire plus de 2 fois la ville de Paris chaque année. Imaginez un petit peu ce que c'est, alors que la population est loin d'évoluer d'autant. Ce qui veut dire que nous avons de quoi, en termes d'aménagement du territoire, en termes de densité, nous avons de quoi travailler, de quoi accompagner, je dirais aujourd'hui, l'accueil et en tout cas les besoins que nous avons en termes de construction. Dans la loi climat et résilience, nous avons donné un objectif qui est de dire pour 2021-2031, il faut diviser par 2 cette consommation des ENAF. Nous sommes restés sur les ENAF parce que c'était la définition qui était utilisée et connue par les élus locaux et qu'à l'époque, nous n'avions pas encore de définition précise de ce qu'on appelle l'artificialisation des sols, parce que là aussi, il a fallu bien sûr travailler et continuer, je dirais, à avancer sur ces enjeux-là. Et ça a été dit tout à l'heure aussi. Il y aura certainement aussi sur la définition de l'artificialisation des sols, encore, je dirais, il va falloir encore s'adapter, encore des évolutions dans les années à venir. Mais il était important de donner un signal, donc de dire on va consommer 2 fois moins d'ENAF, d'espaces naturels, agricoles et forestiers, parce qu'il y a des enjeux environnementaux, il y a des enjeux de souveraineté alimentaire, il y a des enjeux de forêt, il y a des enjeux qui sont importants et qu'aujourd'hui on considère qu'en consommant à peu près 1 fois la ville de Paris chaque année, nous avons de quoi satisfaire les besoins, en tout cas, que ce soit en termes d'habitants, en termes économiques, en termes de services dans notre pays. Toute la question, et c'est toujours la difficulté que l'on a lorsqu'on est législateur, c'est savoir jusqu'où la loi va et à partir d'où on laisse les acteurs locaux prendre la main. C'est les débats que nous avons eus dans Climat et Résilience, et comme il ne s'agissait pas de refaire, je dirais, l'organisation territoriale ni les compétences qu'avaient les uns et les autres, nous nous sommes naturellement appuyés sur la compétence qui existait déjà au niveau des régions des SRADET, de sobriété foncière, en demandant aux régions, région par région, de faire un effort, c'est-à-dire de diviser par 2 aussi la consommation telle qu'elle était. Alors, je ne vais pas vous peut-être rentrer dans le détail, on reviendra dans les questions si vous voulez, de tous les outils qui ont été mis en œuvre et de ce qui a été effectivement décliné, mais c'est pour dire qu'en effet, nous avons un pays, c'est ainsi, qui est très différent, qui a des territoires avec un grand T, et que chaque territoire a ses propres spécificités et sa propre organisation, et que la loi ne peut pas s'adapter effectivement aussi facilement, en tout cas à chaque territoire, donc il faut trouver le bon équilibre. Nous avons aujourd'hui dans notre pays 20% du territoire français qui n'a pas de SCOT. C'est-à-dire, il faut le dire clairement, 20% du territoire français, ça paraît peut-être absurde ici, sur un territoire qui est très en avance en termes de planification territoriale, mais c'est-à-dire qu'il y a 20% du territoire français où les élus locaux n'ont pas de cohérence forcément, n'apprennent pas à travailler ensemble et n'ont pas de planification territoriale. C'est pour vous dire que lorsqu'effectivement on demande aux élus locaux après de prendre la mise en œuvre d'outils tels qui sont aussi importants en termes d'aménagement du territoire, c'est quand même un petit peu difficile. Et donc très très vite on a été confrontés aux difficultés sur de nombreux territoires d'élus qui légitimement ont été inquiets pour plusieurs raisons, certaines raisons qui ont été dites tout à l'heure aussi, certains qui étaient en avance sur des PLU, PLUI, des SCOT, et qui donc devaient revoir tous ces documents, et d'autres qui n'avaient pas encore démarré, je dirais, cette planification territoriale. Donc c'est la raison pour laquelle, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, il y a eu des travaux qui ont été menés. Nous avons eu, je pense, l'objectif et la volonté de trouver un consensus. Ce consensus a été acté lors d'une commission mixte paritaire au mois de juillet. Je pense qu'il va dans le bon sens, qu'il apporte des réponses qui étaient attendues par les élus locaux. Mais il n'apportera pas toutes les réponses, mais en tout cas, il apporte des réponses pour pouvoir continuer à avancer parce qu'il est important qu'on avance. Moi, je ne serai pas un parlementaire qui vous dira qu'on peut s'asseoir sur le ZAN
et sur ses objectifs et sur son calendrier. Je pense que ça ne serait pas responsable. Je pense que c'est un enjeu important et notre responsabilité, c'est de trouver les bonnes réponses et de trouver la bonne articulation pour accompagner effectivement tous les acteurs locaux. Donc ça, c'est déjà un petit peu le cadre général et la situation pour que tout le monde comprenne bien effectivement dans quelle situation nous sommes et les enjeux que nous avons lorsque effectivement nous travaillons, nous écrivons la loi et nous la votons. Alors oui, le ZAN et la sobriété foncière de façon générale, on va appeler ça comme ça, mais objectif ZAN, en tout cas cette trajectoire fera que oui, le foncier ne va pas baisser avec la mise en place du ZAN. Ce sera un mensonge de dire l'inverse, bien au contraire. Mais l'augmentation du foncier n'a pas attendu le ZAN non plus pour fortement évoluer. Je suis d'un territoire, je suis voisin d'ici, du Seignan, donc dans le même SCOT d'ailleurs que l'agglomération bayonnaise et du sud des Landes. Je peux vous dire que quand j'étais maire, j'avais sur du foncier des promoteurs qui arrivaient chaque jour, et chaque jour, le bien prenait entre 5 et 10%. Bon, il y avait quand même une spéculation, et je dirais c'était quelque part un petit peu la belle époque, où tout le monde faisait la surenchère du foncier, et effectivement, les grands gagnants, et ça on ne le dit pas assez, et je remercie effectivement le directeur de l'EPF du Pays Basque ou du Pénin-Atlantique, pardon, de l'avoir dit, c'est que ce sont les propriétaires fonciers qui aujourd'hui, depuis des décennies, sont les grands gagnants de tout ce qui se passe sur l'immobilier. Bien plus, on a souvent tendance à montrer du doigt un petit peu les promoteurs, mais je pense que les propriétaires fonciers le sont aussi. Alors, avec peut-être voilà, un petit point qu'il faut rappeler aussi, c'est que beaucoup de fonciers a été vendus aussi par des collectivités, par le public. Bon, et que j'ai vu beaucoup de maires vendre au plus offrant. On rappelle que Jean-Luc Laglaise proposait qu'on interdise les ventes par adjudication des collectivités locales. Une mesure qui n'a pas été reprise, notamment par le Sénat, si ma mémoire est bonne. Tout à fait. Bon, donc ça fait partie, c'est comme ça, on a tous des contradictions, et lorsqu'il s'agit aussi qu'on a la responsabilité de foncier public et qu'il faut le vendre, bien sûr qu'on a la responsabilité aussi des deniers quelque part du contribuable, et donc c'est facile de dire je vends au plus offrant parce que bien entendu c'est l'argent de la commune et ça permet derrière de financer des services publics ou je dirais des choses pour les collectivités. Mais il n'empêche que tout le monde a participé à l'augmentation du foncier. Il faudrait qu'on parle d'ailleurs de la première loi Duflot de mobilisation foncière. Hein. Je ne voudrais pas qu'on l'oublie, parce que j'ai le sentiment, à t'écouter, qu'elle est un peu malmenée, voilà, hein, ou pas appliquée. Oui, certainement, mais c'est voilà, c'est un sujet qui est très vaste parce que on va se cacher derrière effectivement la propriété foncière, propriété du bien immobilier, qui est un argument qu'on emploie systématiquement. Et je ne connais pas beaucoup d'élus, ni nationaux, ni locaux, ni locales, qui va aller dire demain à un propriétaire que son bien va perdre 20, 30 ou 40% parce qu'il l'a décidé. Ça aussi, c'est quand même aujourd'hui un peu compliqué. Je ne crois pas à la vertu finalement des propriétaires. C'est un courage. On a eu ce débat parce que dans Climat Résilience, on a travaillé sur la partie recul du trait de côte, la fameuse boîte à outils, parce que j'étais rapporteur aussi sur cette partie-là. Et on s'est posé la question de savoir, on avait effectivement le signal, j'ai vu beaucoup d'élus à l'époque qui disaient le signal, propriété privée, ils se démerdent, ça part à l'océan, on n'indemnise pas. Bon. Or, la société française est ainsi faite qu'on considère que l'État est là, ou la collectivité, la puissance publique en tout cas, est là pour venir compenser les pertes, et qu'on a toujours le droit de pouvoir faire appel, je dirais, à la force publique pour pouvoir subvenir aux difficultés que l'on peut rencontrer dans notre pays. Perte évaluée à 80 milliards d'euros, hein. Si ma mémoire est bonne là aussi, du fait du retrait de côte. Pour la gestion globale du recul de côte, c'est ce qui est évalué avec plusieurs milliers effectivement de bâtiments. Alors le fait d'avoir mis cette boîte à outils avec plus de 200 communes qui vont définir leur stratégie de recul du trait de côte, donc ça concerne des communes du Pays Basque, des communes des Landes, pas mal de communes, voilà, surtout nos littoraux, ça va permettre effectivement à travers du zonage de pouvoir avoir des outils supplémentaires de maîtrise du foncier, pouvoir maîtriser aussi l'évolution, parce que je pense qu'aujourd'hui, quand un propriétaire va arriver et qu'il va avoir chez le notaire ou dans son agence immobilière, lorsqu'il va vouloir louer un bien, on va lui dire attention, d'ici 0,30 ans, votre bien il sera peut-être amené à disparaître et donc vous risquez de le perdre.
on peut imaginer, espérer en tout cas que ça puisse avoir un effet, bien que la nature humaine est en fait, quand j'étais encore il y a 15 jours à Biscarrosse avec la maire de Biscarrosse, qui a, pour ceux qui connaissent bien, un hôtel et deux immeubles qui vont tomber dans l'océan prochainement, les appartements se vendent encore à prix d'or, alors qu'il y a déjà eu il y a quelques années avec l'ancien maire des arrêtés de péril, etc. Donc on voit quand même que l'individu, le particulier, se fiche complètement de ces enjeux-là aujourd'hui. Donc on a quand même beaucoup à travailler sur l'éducation et la sensibilisation. Et oui, nous avons aujourd'hui, je pense, nous partons plutôt sur des indemnisations, effectivement, donc qui ne sont peut-être pas très bonnes ni cohérentes, je peux l'entendre, plutôt que de dire c'est la propriété privée. En Angleterre, c'est comme ça. Moi, je suis allé travailler avec ce qui se passe en Angleterre. En Angleterre, votre maison tombe dans l'eau, elle tombe, terminé. Hein. C'est chacun qui assure ses propres responsabilités. Mais ce n'est pas comme ça en France. Ce n'est pas passé. Je vous le dis, je pense que Hélène Larosé, la maire de Biscarrosse, quand j'ai vu il y a 2 ans, pour elle, il était hors de question d'indemniser. Aujourd'hui, elle veut indemniser. Bon, parce qu'elle veut avancer, elle veut travailler, etc. Et elle a changé un peu du discours parce qu'effectivement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est plutôt dans cet état d'esprit-là. Bon. On reviendra vers toi. Je voudrais que Jean-Philippe, tu vas le mettre à la question, enchaîne. J'intercale une question, elle a été évoquée tout à l'heure par Arnaud Portier, sans embâge. Hein, il a invoqué l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, l'article 4 aussi, en expliquant, tu viens de l'évoquer Lionel, que finalement le foncier valait ce que la collectivité considérait qu'il valait, que là où il fallait loger les personnes, il fallait peut-être des mesures autoritaires. Donc je voudrais qu'on aborde la question de l'autorité, du plafonnement des prix. Cette question, elle est très claire. On est allé plus loin. On peut considérer que le foncier n'est à personne. C'est un peu ce que pense Jean-Luc Béraud, d'ailleurs. C'est ce qu'il m'a dit en préparant. Mais sans aller jusque-là, est-ce qu'il faut plus d'autorité et est-ce qu'il faut pouvoir plafonner? Des promoteurs, il y en a ici, ne sont pas opposés aujourd'hui à cette idée-là. Donc je pense qu'il faut vraiment l'aborder. Je te laisse... Allez-y, répondez, je vous poserai une question. Je rebondirai derrière. Bien, déjà, merci de me donner la parole. Moi, énormément de choses ont été dites et je partage quasiment l'intégralité de ce qui a pu être évoqué préalablement. Si tu me permets, cher Henri, alors moi j'ai un grave inconvénient, contrairement à toi, j'ai pas d'origine basque, je suis francilien. Si un francilien, c'est quelqu'un qui sur 3 générations vient d'un peu partout pour atterrir nulle part. Voilà. Mais on adopte en Pays basque. Mais bon, pas volontiers, mais on adopte. Le francilien est une espèce d'objet hybride totalement inadaptable et difficilement implémentable dans d'autres régions que la sienne. Toujours est-il que, de manière un peu provocante, en fait, pour moi, on parle fondamentalement de 2 choses aujourd'hui. Quand on parle du ZAN, au fond, on parle de quelque chose, et Lionel l'a dit d'une certaine manière, de quelque chose qui n'existe pas. La question du zéro artificialisation nette qui n'est pas définie, c'est une règle à 2050, donc c'est une trajectoire qui doit être mise en place, par les régions dans le cadre de leur document d'aménagement, le SDRIF pour la région Île-de-France, les SRADET pour les autres, et que la loi vient de repousser sur une mise en place à mai 2025. C'est-à-dire, au fond, on parle d'un objectif qui n'est pas encore fixé et que les uns et les autres anticipent à leur manière pour le mettre en place ou pour ne pas le mettre en place. Mais donc, on parle au fond de quelque chose vers lequel on tend, mais qui n'existe pas. Deuxième chose, quand on parle du logement, et ça me permet de revenir sur ce que disait Jean-Claude tout à l'heure, le logement, c'est profondément, pour moi, un problème non pas d'arriver à produire du logement. Du logement, on va en produire, avec ou sans le ZAN. Le ZAN, tu l'as dit, c'est un facteur d'augmentation du coût de production du logement. Un facteur d'augmentation parmi d'autres. Il y en a d'autres, le coût du logement augmente tendanciellement. Mais ça reste un facteur d'augmentation du coût du logement. Le problème n'est pas de produire du logement, il est de permettre à des gens de se loger. Il est de permettre à des gens d'habiter et donc de se produire du logement à un tarif qui soit abordable ou supportable. Et fondamentalement, la question est celle-là. Et pour venir à la question, et ça me permet de répondre à ce que tu disais, dans les facteurs de constitution de prix, de coût du logement, le coût du logement qui est
le premier poste de dépense captive des Français. Jean-Claude disait tout à l'heure que la prochaine crise des Gilets jaunes, ça pouvait être la crise du logement. La crise des Gilets jaunes, pour moi, c'était déjà une crise du logement. Parce que le logement, c'est le premier poste de dépense captive des logements. C'est un poste de dépense qui a augmenté beaucoup plus vite que les revenus. Et principalement pour les classes populaires et moyennes, les classes supérieures, ça a très peu augmenté par rapport à leurs revenus. Et donc, c'est un facteur d'augmentation des inégalités sociales. Et quand on prend la carte des Gilets jaunes, on est sur ce qu'on a appelé de manière absolument horrible la France périphérique, mais c'est la France de l'étalement urbain, c'est la France du mal-logement, c'est la France paupérisée et fragilisée. Et donc, pour en revenir à cette question du coût, c'était évoqué par le directeur de l'EPFL, c'est le seul levier sur lequel, à mon sens, on peut avoir une maîtrise publique directe sur la constitution du prix. Quand on parle du coût, le coût du logement est constitué par quoi ? Le coût de l'acte de bâtir. Est-ce qu'on souhaite remettre en cause les objectifs environnementaux que nous avons fixés ? On est passé de l'ART 2012 à l'ARE 2020 à ces objectifs 25, 28. La réalité est qu'on ne les remettra pas en cause. Le coût des matériaux, mécaniquement, ne cesse d'augmenter. Le coût de l'argent, avec la remontée des taux d'intérêt, continue à augmenter. Et des taux d'intérêt à 1%, comme on a pu le vivre pendant quelques années, c'est une aberration de l'histoire. On ne reviendra jamais à des taux d'intérêt aussi bas. Donc le seul facteur de constitution de prix sur lequel on a une maîtrise, c'est le coût du foncier. Et on insiste particulièrement dans des zones tendues. C'est le cas en Île-de-France, mais c'est le cas ici au Pays Basque, c'est le cas dans beaucoup de métropoles, à des plus-values absolument scandaleuses qui sont faites. À des plus-values qui sont faites du fait d'être soit héritier, d'avoir bénéficié d'un bien, ou d'avoir pu spéculer à un moment ou à un autre. Et je pense fondamentalement qu'on doit mettre en place des mécanismes de contrôle des prix du foncier. Alors, mettre en place un mécanisme de contrôle du prix du foncier, on peut le faire de deux manières. Soit c'est de venir frontalement attaquer le droit de propriété. Alors tout à l'heure... Arnaud nous disait qu'il ne le voyait pas attaquer quand il relisait l'article 4. Non, mais... Enfin, c'est lui qui le disait. Je pense que c'est quelque chose qui peut être en tout cas discuté. Pour moi, il y a un mécanisme très simple, c'est le mécanisme fiscal. On est dans un pays qui a inventé l'impôt sur le revenu, la redevance, la TVA. Enfin, on est le pays le plus génial du monde en termes d'administration fiscale. On pourrait très bien imaginer des systèmes de surtaxation des ventes, non pas sur la plus-value, sur le montant de la vente excédant le prix des domaines ou d'un prix de référence majoré de X ou Y%. La réalité, on pourrait parfaitement mettre des mécanismes permettant de réguler cette surspéculation. Et la réalité, c'est que tout le monde y gagnerait, y compris le monde de la promotion. Parce que quand vous avez 10, 20, 30 promoteurs qui sont sur un même bien, que celui qui va finir par acquérir le bien, c'est celui qui va proposer le double des autres. Parce que les autres promoteurs ne s'alignent pas, sachant qu'ils ne pourront pas sortir un bien, ou en tout cas un bien construit de manière correcte. Ben, la réalité, c'est qu'y compris cette régulation publique, et le logement est quelque chose qui a besoin de régulation publique. La question du tout libéral sur le logement, je n'y crois pas. On a besoin de régulation publique. Eh bien, c'est aussi un moyen pour les promoteurs, pour les acteurs du logement privé comme social, de pouvoir avoir une base connue, une base sécure. Une question sur la surélévation et sur la densification. Ton avis d'élu de la région la plus dense, mais elles sont toutes concernées, toutes celles qui ont une attractivité. Marie parlait d'aménagement du territoire. L'attractivité crée immédiatement la densité, la métropolisation est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a avec nous Didier Minieri, qui est un pionnier de la surélévation des immeubles. Densifier, surélever, ta lecture de ça ? Alors, l'Île-de-France, enfin, c'est un objet totalement à part. C'est la région la plus dense d'Europe, en tout cas pour la zone périphérique, ce qu'on appelle l'intra 86 autour de Paris. On est la région la plus dense d'Europe. Paris est une des capitales du monde les plus denses en termes de population. Moi, je crois énormément à la surélévation, parce qu'on est déjà sur de la ville constituée, parce que la surélévation, c'est souvent travailler sur du biosourcé, c'est permettre de mutualiser des services publics qui existent déjà. La véritable souci de la surélévation, c'est la question de l'acceptabilité. On est aujourd'hui en proie, et il y a un certain nombre de maires qui sont là, quelles que soient les communes, à une crainte, une inquiétude face à l'arrivée de nouveaux habitants,
quel que soit le process constructif qui soit adopté. Et le problème est beaucoup plus un problème d'acceptabilité. Moi, je crois énormément à la surélévation sur l'approche de la rénovation thermique et énergétique. Ça a été évoqué tout à l'heure dans l'introduction. On a un chantier absolument colossal qui est un chantier de paupérisation de millions de Français au travers des passoires énergétiques qui sont en train de sortir du champ du logement locatif, qui vont donc devenir du logement soit Airbnb, soit du logement qui va partir en économie informelle, soit du logement qui sera utilisé par des propriétaires, en général propriétaires pauvres, puisque le logement déclassé est d'une certaine manière de deuxième catégorie par rapport à ce qui peut être fait. Et très souvent, on se rend compte que les travaux de rénovation énergétique sur des copropriétés privées fragilisées, on a énormément de mal à trouver les modalités de financement, les accords des copropriétés, l'ensemble de l'accompagnement des process pour pouvoir... C'est très long, très difficile. Et au fond, la surélévation pourrait, à mon sens, être un des seuls moyens assez rapidement de massifier la rénovation globale du parc bâti collectif existant. Privé et public, d'ailleurs. Privé comme public, mais en venant la financer. Mais si ce n'est que sur le parc public, la question financière et de l'ingénierie se pose de manière souvent moins prégnante que sur le parc privé. Mais ça pourrait être un moyen de venir faciliter la rénovation énergétique du parc bâti par la existant. cession des droits à construire. Et donc c'est aussi un moyen de créer de l'acceptabilité. Alors justement, on parlait beaucoup de perspectives. Monsieur Cos parlait de 2031, 2050. Mais vous, au quotidien, là, aujourd'hui, comment vous faites pour préparer les PLUI ? Alors, là encore, bon, l'Île-de-France est un objet à part, on a très peu de PLUI. On est une région qui est sous-dotée en termes de PLUI et sous-dotée en termes de SCOT. C'était évoqué tout à l'heure, 20% de communes en France qui n'ont pas de SCOT. En Île-de-France, c'est quasiment la moitié. En fait, pourquoi ? Parce que l'Île-de-France, contrairement aux autres régions, a avec le SDRIF un document normatif. Les SRADET n'étaient pas normatifs. Le SDRIF, c'est-à-dire le document d'aménagement francilien, auparavant le SDORIF, ça fait plus de 30 ans que l'Île-de-France a un document d'aménagement régional normatif et qui territorialise les développements. C'est-à-dire que le choc créé par la loi d'août 2021 dans les régions sur le fait de territorialiser les potentialités de développement urbanistique au niveau régional, c'est quelque chose qui est déjà dans l'ADN francilien et qui fait qu'à l'inverse, les agglomérations ou les communautés de communes s'en sont très peu emparées. Ça rend aussi d'une certaine manière la marche un petit peu plus facile parce qu'en fait, on a effectivement une réduction, mais on n'a pas non plus le changement de logiciel à avoir. Ton avis sur une statistique qui a été rendue publique par la Fédération des promoteurs il y a déjà une année, elle n'est pas contestée, une sous-utilisation des PLU ou des PLUI selon les territoires. On serait à 65% du potentiel de construction utilisé. Alors, ton regard sur la lecture faite par les maires de leur propre PLU, ils y ont pris leur part. C'est tout simplement, pour moi, c'est effectivement, je pense, vrai. Alors, la question du chiffre, je ne le mesure pas. Mais pas douter d'un chiffre de la Fédération des promoteurs. Non, mais, enfin, après, non, mais par nature, c'est une évaluation qui est faite. Mais oui. La réalité, on constate, on le voit auprès des collègues, on le voit sur les territoires, qu'il y a assez souvent une sous-utilisation. En fait, elle est due à quoi ? On va se dire les choses. Elle est due à deux phénomènes. Et les municipales de 2020 ont été évoquées. Combien de maires ont été débarqués sur des questions urbanistiques, où la seule question électorale était la question d'essayer de cliver sur du développement urbain. On a aujourd'hui dans ce pays une sorte de repli sur soi qui rend tout projet de construction pour un élu local, quel qu'il soit, polémique et en tout cas qui nécessite d'avoir un portage politique. Il y a 20 ans, le portage politique était souvent sur un projet qui allait être sur un site de bâtiment de France, sur un projet lié à du logement social dans une zone résidentielle. Aujourd'hui, quel que soit le projet de logement, on est sur un projet qui doit être porté politiquement et défendu. Et donc, assez souvent, il y a une crainte de la part des élus, parce qu'au fond, ils sont les représentants de leurs habitants. Et donc, souvent, la discussion se fait sur le fait de ne pas utiliser le maximum de ce qui est faisable. Et puis, deuxième chose, tout à l'heure, Jean-Claude évoquait la référence 2017 qui avait été une année exceptionnelle. Je rappelle que 2017, c'est la suppression de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, c'était dans ce pays le moteur économique qui faisait qu'un maire avait un
intérêt à construire du logement puisqu'il y avait des recettes pour sa commune. Depuis 2017, cette recette, elle est compensée. Mais il n'y a plus la question de dynamisme de la recette. On le voit d'ailleurs cette année avec la taxe foncière qui a augmenté globalement de 7%, venant en partie compenser la taxe d'habitation, en partie assumer l'inflation qui a été forte. Mais la question, d'une part, du refus du nouvel habitant de la part de beaucoup de personnes habitant déjà dans des milieux urbains constitués et vivant correctement. Et l'absence d'intérêt financier à construire fait que beaucoup de communes ont tendance à essayer de freiner des cas de fer le développement de nouveaux programmes. C'est d'ailleurs ce qui crée une forme d'acceptabilité dans certains secteurs sur Lausanne. Lionel, puis ensuite, il faut que Francis s'exprime aussi. Rapidement sur la surélévation, parce que pour être passé courant juillet sur une capitale régionale pas très loin d'ici, en Occitanie, et pour avoir discuté avec des professionnels de l'immobilier. Toulouse Toulouse, qui m'ont effectivement démontré, j'ai pu le voir, constaté que lors même des sorties de métro, lorsqu'il y a des transports collectifs en zone très urbaine, on ne fait plus que du R+2, alors que le PLU peut accepter du R+4, R+5. Alors, ça a été dit, les raisons effectivement pour les élus locaux qui sont compliquées. On sait aussi que les permis sont attaqués. Donc un des enjeux aussi, si on veut accélérer, c'est de trouver un compromis quelque part. Donc tout ça, je peux l'entendre. Et effectivement, on a une question à travailler au niveau, je dirais, des tribunaux administratifs qui sont surchargés du temps de traitement. Effectivement, aujourd'hui des permis, j'ai déjà interpellé le ministre de la Justice sur ce sujet-là pour renforcer effectivement les TA. Mais comme je vois nos amis de l'ordre des architectes, je crois que vraiment, je sais que vous savez faire, mais sur ce genre de projet, il faut vraiment que le bâtiment tel qu'il est construit permette plus tard des surélévations. Je crois qu'à minima, si on fait du R+2, on peut faire du R+4. Il faut que demain, on puisse facilement le passer à R+4. Le pire serait de faire des bâtiments qu'on ne pourrait pas surélever. Parce que, en effet, ce sont des villes qui ne pourront plus accueillir de nouvelles populations si on fait ça. J'ai discuté avec le maire de Toulouse 3 semaines avant, qui me disait qu'il ne pouvait plus accueillir de population. Mais je n'avais pas cet élément-là. Maintenant, j'ai d'autres réponses à lui apporter. Mais voilà, il faut vraiment que, sur le plan architectural, j'en profite pour le dire, parce que ça s'est fait dans le passé. Un ami ici, dans la salle, Vianney Sière, qui avait montré des photos de Bayonne à l'époque, où on voit que chaque niveau dans le vieux Bayonne, une architecture un peu différente à chaque génération, en surélevé. C'est déjà des choses que nos ancêtres faisaient. Donc il faut qu'on sache demain, je pense, revenir vers ce bon sens. On dira un mot après l'intervention de Francis et de Jean-Philippe, puisqu'il lève la main, sur la maison individuelle. Juste une seconde. C'est Jean-Philippe qui va s'y coller d'ailleurs. Juste vraiment, une seconde pour rebondir sur ce que disait Lionel. Sur la question de l'attaque des permis de construire, qui devient quelque chose de systématique auquel sont confrontés les maires, les bailleurs sociaux et les promoteurs privés. La loi Allure a apporté en raccourcissant les délais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, au tribunal administratif, quelqu'un qui attaque est dispensé du ministère d'avocat et un particulier n'est jamais condamné à des dépens. Et donc, l'un des problèmes qui se pose aujourd'hui, c'est aussi que attaquer un permis de construire, c'est concrètement jouer sans risque. Et donc, que ce soit pour une question de confort ou pour une question de vouloir soi-même vendre son bien dans le cadre d'un aménagement global, on a aujourd'hui des recours qui sont faits de manière totalement abusive et qui sont faits sans aucune pénalisation financière des personnes qui font les recours. Et ça, on a un vrai sujet dessus. Et sur la question de prévoir la surélévation, moi je pense que même au-delà de ça, et je vous rejoins totalement, il faut prévoir la réversibilité du bâtiment au moment du dépôt du permis de construire. Merci Francis Stéphane. La loi vous a déjà contraint les bailleurs sociaux ces dernières années avec des regroupements, etc. Est-ce que le ZAN va ajouter une nouvelle contrainte supplémentaire dans vos activités ? Bon, le ZAN, je crois, est une réalité qui va s'imposer à nous et on va devoir faire avec et s'inscrire dans cette logique. Mais je voudrais rappeler d'abord quelques réalités et ensuite vous dire que notre fédération a des propositions à faire, voire des interpellations, et ça va être évidemment l'occasion. Et l'occasion, pour commencer, évidemment, d'excuser, mais vous l'avez fait, Valérie Fournier, qui ne peut pas être là, mais qui est de tout cœur avec nous aujourd'hui. Vous le savez bien, et si elle avait pu être là, elle l'aurait été avec beaucoup de plaisir. Je voudrais rappeler que l'association régionale des Hauts-de-France a fait une analyse sur la consommation du foncier pour le logement social, très intéressante. Et la réalité, c'est que les bailleurs sociaux sont plutôt vertueux. Construire du logement social, c'est moins consommer de foncier que bien d'autres opérateurs dans ce pays.
Je le jette juste comme ça en débat. Pourquoi pour être précis, pour ceux qui ne sont pas promoteurs directement associés à l'acte de construire? Parce que densification. Parce que densification, parce qu'on ne fait plus des maisons avec 1000 mètres carrés, parce que nous avons cette logique de sobriété qui a déjà été intégrée fortement dans nos problématiques. Il y a des bailleurs sociaux dans la salle, ils peuvent, je crois, en témoigner. Et puis, une chose, construire pour un bailleur social, c'est déjà répondre à la loi SRU. 50% de la production faite par les bailleurs sociaux, c'est répondre au seuil des 25%. Donc ça, c'est une donnée. Mais je crois qu'il y a aussi un sujet important, c'est nous avons besoin que les pouvoirs publics nous aident pour faciliter l'acte de construire. Comment on peut accepter aujourd'hui de mettre 4 à 5 ans pour sortir un logement? Pour un maire, c'est intenable, les habitants ne comprennent pas, et pour les opérateurs, c'est insoluble. Et on a vu dans le cadre de la loi d'accélération sur la commande publique, la suite aux événements, on a réussi, comme par hasard, à réduire les délais de 4 semaines. Bon, me direz, sur 4 ans, c'est pas beaucoup. Eh bien, notre fédération dit au service de l'État, mettons-nous autour de la table, trouvons les solutions pour réduire très significativement ces délais. Et je sais, Lionel, que les réflexions sont en cours, mais la fédération, je pense que l'ensemble du secteur du logement social est ouvert à ça, et on doit y arriver, et en tout cas, on va y arriver. En tout cas, c'est une demande forte de notre part. Sur les ZAN, vous l'avez évoqué tout à l'heure, un des enjeux importants, c'est de simplifier et de booster l'acquisition-amélioration. Bon, alors, il faut avoir quand même une vision assez claire là-dessus. On ne va pas massifier avec l'acquisition-amélioration. Quand on fait de l'acquisition-amélioration, on achète des immeubles, il y a 4-5 logements, etc., quand on a besoin de massifier. Pour autant, c'est une réponse importante. Mais soyons objectifs. Le coût d'une acquisition-amélioration aujourd'hui et la réfection est beaucoup plus cher. J'ai un exemple territorial ici, rue Victor Hugo à Bayonne. Je crois que ça a été évoqué tout à l'heure, il y avait un petit clin d'œil à ce dossier, où l'acquisition a été, dans le cadre du Pénarcade, un roman, je ne vais pas venir dessus, mais le surcoût pour réaliser aujourd'hui, c'est 45% plus cher que produire du neuf. Alors, on a l'exemple de l'Action Cœur de Ville qui permet des financements dédiés, etc. Mais ça, c'est une opération cible. Mais de manière, le droit commun, aujourd'hui, n'est pas adapté. Et si on veut multiplier l'acquisition-amélioration, nous avons besoin d'avoir un régime de financement qui ne soit pas le même que pour le neuf. Une question sur l'aménagement du territoire et sur la déclaration de Patrice Vergrit hier matin. On n'a pas besoin de construire partout. Bon, effectivement, s'installe un nouvel aménagement du territoire que semblent souhaiter les ménages. On regarde des villes moyennes, on regarde des territoires ruraux. Tu interviens largement en France. Est-ce qu'il va se passer quelque chose sur du foncier ailleurs que dans les zones les plus denses? La question devrait être posée. Je sais qu'il y a un groupe de réflexion aujourd'hui, il est porté au CNH, nous sommes partenaires, notre fédération aussi va travailler là-dessus pour évaluer les besoins selon les sites. On ne peut pas parler de réindustrialisation de ce pays et ne pas accompagner la construction. Quand on a aujourd'hui un certain nombre d'entreprises, moi qui suis dans le groupe Action Logement, on le voit bien, on a des entreprises qui nous appellent, qui nous disent aujourd'hui on est prêt à faire un nouvel établissement, on est prêt à s'agrandir, mais on ne peut pas embaucher parce qu'on ne peut pas loger. Ici, en Pays Basque... C'est le cas ici. Hein. Le problème est majeur, ici, en Pays Basque, on le sait bien. Donc là, il faut apporter une réponse. Pour revenir sur, quand même, l'acquisition-amélioration, on a besoin d'un dispositif dédié. Et les pouvoirs publics, aujourd'hui, nous interpellent en nous disant ça serait bien que vous regardiez les immeubles du privé FG. On sait très bien que les copros ne vont pas pouvoir les financer. Alors, on a un petit comité, on peut se dire la vérité. Mais des syndics dans la salle, ils ne nieraient pas cette réalité. Voilà, on sait très bien. Mais nous, on ne sait pas faire aujourd'hui si on n'a pas un dispositif de financement dédié. Donc là-dessus, et ça, c'est une première réponse aux ZAN. Deuxième sujet où on interpelle l'État, c'est le fonds vert, qui est un beau dispositif, mais faisons des OLS, des opérateurs actifs, très actifs, sur la renaturation, sur le verdissement. Et ça ne peut pas se traduire... On sort d'une canicule de planter 3 arbres en ville ou de laisser pousser les mauvaises herbes sur les trottoirs, comme on voit parfois.
Non, il faut avoir une... Ou dans les cimetières. Voilà, ou près des cimetières. Il faut avoir une politique active de reverdissement qui ait un impact sur les îlots de chaleur. Et pour ça, il faut y aller massivement. Soit il y a une vraie politique et des moyens, et les OLS sont prêts à y aller. Et nous sommes prêts à le faire. Et pas simplement dans les QPV. On vous tend la main, on tend la main au pouvoir public là-dessus. Autre sujet qui nous préoccupe. On passera aux questions juste après. Oui, mais autre sujet qui nous préoccupe, qui est assez simple, qui revient à ce que vous avez évoqué sur les documents d'urbanisme pour le ZAN. Nous avons été plusieurs, dans le cadre du CNR Logement, à faire une proposition assez simple. C'était peut-être provocante, je ne sais pas, on nous le dira. Il suffirait de revoir les règles relatives au PLU et de rendre opposable et créer le permis conforme au PLU avec une automaticité. Ça libérerait les maires, souvent, des critiques de leur environnement et de voir les programmes rabaissés très significativement en nombre. Et à un moment donné où on est quand même essentiellement sur des zones tendues, déjà densifiées, on pourrait construire, tel que vous l'avez évoqué là à Toulouse, on ne verrait pas disparaître 2 niveaux, 1 ou 2 étages, parce que les riverains sont mécontents vis-à-vis du maire, ça ne deviendrait plus du maire, il y aurait une opposabilité, ça s'imposerait avec automaticité. Les opérateurs ont fait des propositions là-dessus, on espère qu'on pourra trouver un accord avec les pouvoirs publics sur ce sujet. Enfin, autre point important pour nous, nous pensons que la question de la décarbonation, ce n'est pas simplement le ZAN. Et peut-être, on y reviendra tout à l'heure, c'est aussi l'économie circulaire. Notre fédération va se saisir de ce sujet. Nous avons besoin, là aussi, que les textes évoluent, que les textes donnent de la simplification, de la capacité à agir sur des choses aussi simples que le niveau de logistique. Quand on déconstruit, il faut stocker. Comment on gère la logistique ? Qu'est-ce qu'on impose en matière de réassurance des matériaux ? Parce que les entreprises, pour se saisir, veulent des garanties à 10 ans. Enfin, on a tout un mécanisme ici où le secteur HLM, notre fédération est à votre disposition pour là aussi, nous ferons des propositions, mais construire toute une démarche qui doit accompagner le ZAN et avoir une vraie réponse en matière de sobriété. On le dira au ministre. Merci. Question-réaction ? Allez-y. Sinon, nous, on en a encore plein. Vous n'avez pas évoqué, on en a quelques-unes, la question du foncier, je ne sais pas comment l'appeler, résiduel, les friches, c'est-à-dire ce foncier qui est là. On a vu un accord passer très récemment par un grand promoteur, le premier français, et puis une grande enseigne de grande distribution pour utiliser des terrains imperméabilisés et laissés en jachère, des parkings. Est-ce que là-dessus, il y a des solutions ? Est-ce qu'elles ne sont qu'interstitielles ou est-ce qu'en volume, pour répondre à la demande sociale ou privée, on a des voies ? Et puis la question de Arnaud. Si je peux me permettre, peut-être de façon générale sur les friches. Aujourd'hui, elles sont évaluées à 170 000 hectares, ce qui représente quand même un montant important. Dans la loi, on a accepté qu'elles viennent au-delà des 125 000 hectares pour la décennale en cours, sachant que les friches seront renaturées, bien sûr, au-delà de 2031. Parce qu'après 2031, il y aura de nouveaux quotas, je dirais, de consommation des NAF. Enfin, on sera sur la définition de l'artificialisation, dont on ne connaît pas encore les quantités, mais de toute façon, le monde ne s'arrête pas en 2031, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure. Le point sur lequel j'attire attention, surtout qu'il y a beaucoup d'élus locaux et d'élus autour dans cette salle, c'est que comme on a permis la renaturation des friches, à la demande d'ailleurs en particulier des élus locaux, ce qui veut dire qu'aujourd'hui vous avez une friche, vous avez 20 hectares de friche, ça m'a été demandé par un président de région, il a 20 hectares quelque part, il veut renaturer pour aller artificialiser 20 hectares ailleurs. Donc lui va le faire sur cette partie-là, etc. Mais nous allons avoir de plus en plus de sociétés privées qui vont le faire aussi, qui sont en train de créer des foncières.
C'est pour ça que je pense que le modèle sur les friches, entre ça et le fonds friche, va finir par avancer et évaluer. Parce que c'est vrai que l'enjeu de la renaturation change beaucoup de choses. Vous renaturez une friche, vous pouvez l'artificialiser ailleurs. Donc forcément, derrière, l'équilibre va être très, très, très différent pour les années à venir. Voilà, donc c'était ce point-là que je voulais préciser. Et puis, voilà, alerter éventuellement ceux qui sont en responsabilité et qui ont des friches éventuellement sur le territoire, même si on n'est pas sur un territoire avec beaucoup de friches. Arnaud, qui n'a pas que des réponses, qui a des questions aussi, il va nous le prouver. Oui, en fait, c'était un complément un peu, et ça venait à voir un peu quel type de réponse vous pouvez aborder. C'est vous faire état de situation, ça a été évoqué, on parle de surélévation, de surdensification. Vous faire part, par exemple, d'une situation où nous, en tant que PF, dans le cadre de conventions de mixité sociale qui sont signées par les collectivités et l'État, dans le cadre donc, des communes qui sont carencées ou en tout cas en difficulté sur la production de logements sociaux, on s'est retrouvé finalement à maîtriser des fonciers. Vu le coût du foncier, vu les objectifs que devait réaliser la collectivité, la règle d'urbanisme n'était pas de faire 100% de logements sociaux. Et donc de voir comment on pouvait finalement, une fois ce foncier maîtrisé au prix du marché, parce qu'on n'avait pas malheureusement d'autre choix pour le faire, de réfléchir peut-être à travailler sur une densification plus importante et pourquoi pas travailler plus en hauteur. Donc ça voulait dire aller au-delà des règles du PLU. Bon, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire sans la modification du document d'urbanisme. On ne peut pas avoir une dérogation. Et là, c'est un peu le contre-exemple. Si on a un maire qui est courageux et qui dit « moi, je m'en fiche de savoir peut-être si les riverains n'acceptent pas le R+4, qui est déjà la règle, mais je suis prêt à aller à R+6 pour effectivement absorber la valorisation du foncier et répondre à mes objectifs, même dans le cadre d'une convention de mixité sociale, donc dans quelque chose qui est quand même très organisé, très structuré, eh bien, il n'y a pas possibilité de déroger à ces règles. Est-ce que ce n'est pas des réflexions qu'il faudrait avoir ? Par rapport, et c'est mon deuxième point et ma deuxième question éventuelle, vous évoquiez le cas de Biscarros et on avait travaillé en son temps avec le GIP Littoral, alors pas sur la commune de Biscarros, mais... j'ai perdu le nom, mais une autre commune des Landes qui avait été très impactée par la tempête et qui savait que pertinemment tout son front de mer avait vocation à disparaître. Et donc les réflexions qui avaient été menées, c'était de dire que par anticipation et peut-être pour essayer de faire en sorte que la collectivité puisse se positionner et qu'on n'ait pas le sentiment effectivement que le propriétaire soit floué et qu'on puisse peut-être trouver des solutions, c'est d'avoir une capacité à dissocier la propriété entre la nue propriété et l'usufruit. Et être en capacité pour la collectivité d'acquérir la nue propriété, voire même par procédure d'expropriation si c'était nécessaire, et faire en sorte que la valorisation de ce bien, finalement, l'usufruit qui serait établi, vous parlez de 0 à 30 ans, fasse en sorte que le propriétaire gardant l'usufruit du bien puisse l'occuper, le louer, le valoriser par de la location saisonnière, et donc finalement continuer à gagner de l'argent avec ce bien-là. Et faire en sorte que la valeur que la collectivité avait acquise en matière de nue propriété soit une valeur bien inférieure à la valeur réelle du bien, au moment de la vente, comme vous évoquiez ces appartements qui continuent à se vendre, et faire en sorte que du coup, au moment où il fallait les démolir, eh bien, on était sur de la maîtrise foncière publique. Ça avait été évoqué à l'époque, c'était Madame Gau qui était porteuse de loi de ce sujet, et malheureusement, ça n'a pas été... Je t'interromps, sachant que la vertu de ta question, ou de tes questions, c'est qu'il y a les réponses aussi avec, mais ça ne vous empêche pas d'en rajouter, messieurs, parce qu'il vous a interpellé quand même. Hein. Oui, alors... Je voudrais qu'on dise un mot du BRS, c'est Francis qui pourrait peut-être nous en parler aussi, qu'on n'oublie pas là-dessus. Réaction à ce que dit Arnaud, cela dit. Hein. Deux petites réponses. La première question, nous l'avons abordée dans Climat et Résilience, puisque dans le texte initial, j'avais porté un article sur le sujet. Cet article a été retiré à la demande de l'AMF et du Sénat. Voilà. Donc effectivement, c'était un sujet qui est ouvert, mais je peux comprendre, parce qu'aujourd'hui, nous n'étions pas mûrs et nous ne pouvions pas effectivement porter ce genre d'initiative, mais je pense que c'est un débat qui n'a pas réussi à ce moment-là, mais qu'il va falloir ouvrir et le faire parce que nous n'avons pas suffisamment travaillé, je pense, sur cette volonté en amont de cette loi Climat et Résilience, donc à reprendre certainement avec les associations d'élus et nos collègues sénateurs. Pour le deuxième sujet, c'est dans la loi Climat et Résilience, hein, c'est dans la boîte à outils et gestion de recul de trait de côte, c'est effectivement déjà possible. Hein. Dans la bande des 0-30 ans, la collectivité peut acquérir, laisser l'usufruit effectivement à la personne avec effectivement l'usage du bien jusqu'à ce que le bien disparaisse. En fait, c'est un usufruit sur le bien et non pas sur la personne. C'est une sorte comme ça, mais ça, c'est l'outil a été voté et il est bien dans la boîte à outils Climat et Résilience. Une question ici. Bonjour, merci beaucoup pour... question courte. Je trouvais passionnant. Elle est courte. On a évoqué en introduction... Présente-toi si tu le veux bien. Hein. Oui, Édouard Delpécard, je suis professeur à la chaire d'économie urbaine de l'ESSEC. On a évoqué la question des dispositifs de dissociation entre le foncier et le bâti
comme outil anti-spéculatif. J'aurais simplement aimé avoir votre regard d'abord sur ces dispositifs, leur éventuelle généralisation que prenait d'ailleurs Jean-Luc Laglaise aussi dans son rapport. BRL, tout à fait. Donc à d'autres biens que l'accession sociale, voire à des fonciers économiques. Et comment encadrer cette généralisation? Est-ce qu'il faut encadrer, quelle politique de l'agrément, quel éventuel encadrement de la redevance pour éviter que cet outil, cette généralisation, n'en fasse un outil également inflationniste aussi? Comment encadrer cette dissociation? Voilà. Cette généralisation. C'est parfait. Il faut vraiment qu'on ait votre regard là-dessus. Jean-Philippe. Ça permet de faire le lien avec le BRS d'une certaine manière. Oui, totalement. Donc, très rapidement, peut-être pour laisser chacun pouvoir intervenir, moi j'y crois énormément. Après, je ne crois pas que ce soit la solution unique ou l'alpha et l'oméga. Moi, je crois qu'en termes de logement, d'aménagement, de développement économique, en fait, on est sur une multitude de dispositifs qui doivent cohabiter les uns à côté des autres pour avoir une palette de couleurs complète. Et très souvent, on est dans un pays où on est totalement monolithique dans nos logiques d'aménagement. On a une période où on va faire uniquement une typologie de choses. Et puis, on est passé du tout diesel au tout électrique, du tout nucléaire au plus nucléaire à on revient au nucléaire. On est très monolithique dans nos logiques de développement. Après, les questions de démembrement de propriété, on voit que ça marche. Oui. Le BRS est quelque chose qui fonctionne, qui permet de produire du logement d'accession sociale à la propriété, entre 20 à 40% sous les cours du marché. C'est quelque chose qui fonctionne. La raréfaction du foncier, quand on parle de foncier économique, ça rend cette logique-là aussi crédible pour des aménageurs, qu'ils soient publics ou privés. Sur Grand Paris Aménagement, par exemple, qui est le principal aménageur public francilien, on commence à réfléchir au développement d'outils de ce type sur des secteurs d'aménagement, c'est-à-dire de garder la propriété du foncier. La question, c'est la durée de contractualisation pour permettre au porteur économique d'amortir son bien. Mais si la durée lui permet d'amortir, il n'y a pas de difficulté. Et ça peut permettre d'éviter les problématiques auxquelles on est confronté aujourd'hui. On parlait des réserves dont on dispose pour faire face aux ânes. C'est beaucoup les friches, très bien. Mais devant même les friches, on a les zones d'activité économique. Les zones d'activité économique, c'est un fonds déjà artificialisé en volume qui est beaucoup plus important que ne le sont les friches constituées aujourd'hui. La problématique, c'est que sur une zone d'activité économique de 20 hectares, quand vous avez 50 propriétaires et qu'il faut aller remembrer en allant racheter à chaque propriétaire, en allant payer les indemnités d'éviction à l'ensemble des occupants derrière, c'est quelque chose qui est totalement infaisable. D'où l'idée, effectivement, de pouvoir créer ces démembrements dès l'aménagement initial. Et si on ne fait pas ça, avec la raréfaction du foncier, ça serait même assez irresponsable. Une question. Francis, moi j'ai une question sur le BRS et sur la loi de mobilisation et après on prendra une dernière question. Sur les décotes de terrain au profit des organismes HLM qui ont des projets de construction. Je voudrais ton regard là-dessus et ensuite une question, la dernière. Alors un mot peut-être sur le BRS, juste, on a une région qui est très active sur le BRS. Je vois notre ami Ducol qui a été un des premiers opérateurs à se lancer sur le sujet. Aujourd'hui, une organisme comme le nôtre, c'est 150 ventes en BRS dans l'année, dont la moitié sur la vente HLM. Donc on voit bien ça marche sur l'ancien et le neuf. Bon, pour autant, croire que c'est la solution à tout, évidemment non. Par contre, c'est en train de liquider le PSLA. Mais j'ai jamais vu quelqu'un se lever le matin en me disant « Oh, mon bonheur, ça serait de faire un BRS ». Non, ils vont au BRS parce qu'ils ne peuvent pas se payer le reste, parce qu'il y a 30% d'écart. Donc soyons aussi réalistes. Par contre, ça évite le phénomène spéculatif. On a vu des PSLA 4 ans après, revendus, multipliés par 3, par 4. Ça, c'est pas possible. Quand le foncier a été aidé par la puissance publique, c'est pas possible. Et on revient au problème spéculatif que tu évoquais tout à l'heure sur le propriétaire. Par contre, on croit beaucoup que le BRS va être un produit qui s'installe et qui a un vrai dispositif de la caisse à outils et qui doit participer au parcours résidentiel. Merci. Des codes de terrain, juste un mot. Des codes de terrain, il y a des promoteurs dans la maison, sur site ici. La décote de terrain, très souvent, elle se fait parce que la péréquation est possible. Soit la puissance publique prend en charge une partie du surcoût, soit c'est le promoteur. Il n'y a pas de secret. Ou soit il faut réguler en amont sur le prix du foncier, et ce n'est pas fait aujourd'hui. Merci. Dernière question, madame. Vous voyez qu'il y a la parité. Merci, madame. Merci. Bonjour, Maude Cassino, adjointe à l'urbanisme de la ville de Biarritz. Donc, je pense qu'un certain nombre des problématiques qui ne peuvent être réglées que par le législateur.
Donc les élus locaux se battent au quotidien, les bailleurs sociaux également, pour créer le logement, pour faire évoluer. On est tous conscients des problématiques que nous rencontrons. Par contre, je rebondis sur ce qu'a dit Arnaud. La taxation sur les plus-values sur le logement principal, je pense que c'est une piste. Donc le législateur aura-t-il la volonté d'explorer cette piste ? Sur les terrains ou sur le bâti ? Sur le bâti, les deux. Parce qu'on pourrait imaginer manger à des sources différentes. Il y a eu des tentatives, d'ailleurs, Thierry Repentin l'avait provoqué, une taxation des plus-values de cession inverse sur le non-bâti par rapport au bâti. Encourager la détention du bâti et au contraire l'arbitrage du non-bâti. Je pense qu'il faut aller aussi sur le bâti, malheureusement. On le voit. L'idée d'un nouvel impôt, donc. On vous remercie beaucoup. Non, mais... La Première ministre a dit non, mais vous pouvez être... Je ne sais pas. De toute façon, malheureusement, je pense que en France, il n'y a que le bâton pour pouvoir répondre aux problématiques. Je ne suis pas loin de penser comme vous. C'est triste d'en arriver là. Mais c'est un sujet. Mais dès l'instant où le propriétaire n'entend pas, et après, quelque part, c'est dans l'être humain. Il peut faire une belle plus-value, il ne va pas s'en priver. Mais à un moment, il va falloir réagir. On va laisser justement réagir Monsieur Cos. Et j'ai une dernière question. Suggestion, vous avez parlé des recours. Donc là aussi, je pense qu'il n'y a que le législateur qui pourra s'emparer de cette question. On met 6 ans maintenant à sortir des programmes parce que systématiquement, il y a des recours sur tous les permis. Donc il faudrait peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas législateur, comme à la Cour de cassation, un pré-examen du recours pour voir s'il a des chances d'aboutir et si vraiment il est fondé. Et peut-être également une consignation pour pouvoir instruire ce recours, de façon à ce que les gens ne s'engouffrent pas systématiquement dans ces recours qui peuvent être fondés. Je ne dis pas que tous les recours sont infondés, mais beaucoup s'en servent également parce qu'ils ne veulent pas devoir construire ne serait-ce que du R+2 à côté de chez eux. Alors, ça, c'est plus admissible. Une réponse et ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin. Donc, je vais essayer de répondre rapidement à toutes les questions. Donc oui, sur la fiscalité, nous devons y travailler. Pour avoir vu le ministre du Budget hier matin, je pense que le ministre du Logement pourra peut-être le confirmer dans la journée. Il y aura des choses dans le cadre du PLF. On verra ce qui va sortir. Ça sera à eux effectivement de l'annoncer, de l'évoquer. Des impôts ou des aides ? Il y a des choses qui avancent. Je sais que mon collègue Iñaki Chanis travaille aussi sur la taxation des Airbnb et autres. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait effectivement des propositions dans ce sens-là. Sur les recours, je partage complètement. Il y a plusieurs. Je pense qu'il y a 2 sujets importants. Il y a un, manque de personnel dans les tribunaux administratifs pour pouvoir traiter plus rapidement. Et 2, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est que les recours abusifs ne sont pas sanctionnés. Et je pense que si déjà on avançait sur ces 2 sujets-là, peut-être qu'on irait en tout cas un petit peu plus vite. Les recours malveillants, d'ailleurs, disait-on dans la loi. Les recours malveillants. Pour répondre rapidement à la question qui a été posée sur les maires qui ont des permis qui arrivent, dont le sursis à statut a été voté donc, dans la dernière PPL donc, qui est arrivée du Sénat de mon collègue Blanc, effectivement. Donc le sursis à statut est maintenant est tout à fait possible. Et puis de façon globale, pour avoir une note optimiste, vous dire que je pense qu'on prend tout ça avec engagement et pragmatisme au Parlement, qu'on veut avancer avec tous les acteurs, c'est important. Vous voyez bien que l'enjeu est important, on va le faire collectivement, on n'a pas fini de travailler ensemble parce qu'on va avoir besoin de vous. Comme je vous l'ai dit, il y aura encore de nombreux débats parlementaires et autres à mener dans les mois, les années à venir, et que surtout le zéro artificialisation net, ce n'est pas le zéro construction, bien au contraire, c'est construire par contre différemment et peut-être certainement ce que je l'espère mieux. Très bien, merci beaucoup, merci à tous. Merci.